Bienvenue ici. Quelle ambiance. Bienvenue ici au Collège de France pour cette finale édition 2018 de ma thèse en 180 secondes, édition donc Paris Sciences et Lettres. Ma langue à fourcher, celle des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs, certainement pas. Ils sont 10, ils sont motivés, ils sont passionnants, ils vont nous faire des histoires de sciences absolument captivantes. Avant de commencer à proprement dit cet événement, comme vous le savez, nous sommes ici donc en direct sur France 3 depuis le Collège de France. À tout seigneur, tout honneur, j'avais très envie que le professeur Alain Prochian, administrateur du Collège de France, Alain Prochian, donc nous rejoigne sur scène pour un petit mot d'accueil. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien l'applaudir, venez me rejoindre. Bon, bah écoutez, bonjour. La thèse en 180 secondes, c'est pas long, mais en 3 ans, c'est pas long non plus, faut reconnaître. Donc, si on pouvait garder 180 secondes, mais rallonger la durée de la thèse pour ceux qui en ont besoin, ce sera encore bien plus merveilleux. Donc, cela pour vous dire que nous restons tout à fait conscients des difficultés que chacun d'entre vous rencontre, surtout ceux qui sont expérimentateurs et qui évidemment, ont parfois des difficultés avec des thèses de si courte durée pour achever un travail de très haute qualité dont ils sont évidemment tous capables. Donc, cela étant dit, le collège est ravi de vous accueillir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois, même si c'est la première. Et je serais curieux de savoir qui sont les gagnants. Vous savez déjà On le sait, bien sûr. Non, je plaisante. Voilà, vous êtes de toutes les disciplines, j'imagine. Assez grande variété Oui. de disciplines, de thématiques de recherche. Voilà, donc vous êtes bien au Collège de France, il y a toutes les disciplines au Collège de France. C'est un endroit où on essaie de tout avoir. On n'y arrive pas toujours. Docet omnia, c'est notre devise ici. Donc sachez que vous êtes tous les bienvenus au Collège pour tous les cours qui sont donnés de façon tout à fait ouverte. Qu'on ait ou qu'on n'ait pas sa thèse, qu'on ait ou qu'on n'ait pas un diplôme. D'ailleurs, on peut enseigner qu'on ait ou qu'on n'ait pas sa thèse, ou qu'on ait ou qu'on n'ait pas un diplôme. C'est un endroit unique pour ça. Donc, pour ceux d'entre vous pour qui ce serait la première visite au Collège de France, ben, je souhaite vous y voir régulièrement, assister aux cours des professeurs que nous essayons d'élire. Ce sont des cours qui durent plus de 180 secondes, mais qui sont parfois ennuyeux, mais parfois excitants. Voilà. Vous êtes en direct. Bonne, je sais très bien, oui. D'ailleurs, les miens sont parfois ennuyeux et parfois excitants, ça dépend. Si on est excitant tout le temps, on devient très ennuyeux, vous savez. Oh. Donc, en 180 secondes, on ne peut être qu'excitant, mais s'il faut durer plus longtemps, l'endurance est une vertu parfois difficile. Donc, je vous remercie d'être là et je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Alain Prochian, mesdames, messieurs, je vais vous reprendre le micro. Merci beaucoup. Administrateur du Collège de France, donc, qui nous fait le plaisir, la joie de nous accueillir pour cette finale donc, de Paris Sciences et Lettres. Une université donc riche en talents, ça c'est sûr, on va le voir tout de suite. Alors, ma thèse en 180 secondes, le principe est maintenant plutôt bien connu. 3 minutes pour présenter un thème de recherche de plusieurs années, une seule slide. Évidemment, lorsque le timer passe et est dépassé, le candidat est éliminé. Donc des règles assez simples à comprendre, avec des enjeux pour cette finale tout à fait importants, puisqu'il ne s'agit rien de moins que de choisir qui représentera l'université PSL lors des demi-finales qui se tiendront donc les 5, 6 et 7 avril 2018 à Paris, voilà, organisé par la conférence des présidents de l'université et le CNRS. Il y a aussi un autre enjeu qu'il faut signaler, c'est que PSL donne des prix, des cadeaux aux lauréats, aux 2 lauréats qu'on va avoir tout à l'heure choisis par à la fois le public, vous-même, et le jury. Il faut bien sûr un prix du jury, et pour avoir un prix du jury, il faut un jury. Donc c'est maintenant le temps de présenter les 5 personnalités qui nous font le plaisir donc d'être membres de ce jury. Je commence par la présidente. Voilà. De ce jury, c'est tout simplement Carole Bastianelli, qui est lauréate de l'édition Ma thèse en 180 secondes PSL 2017, qu'on applaudit, qui est juste là. Voilà. Donc elle a passé l'épreuve l'année dernière, elle connaît ça très très bien, et je pense qu'elle va pouvoir... Enfin, c'est pas un exercice facile, on y reviendra tout à l'heure, de passer des planches au siège. À côté de vous, il y a Carole Nelly Manoukian, directrice de la communication de Paris Sciences et Lettres. Bonjour madame.
Vous connaissez l'exercice puisque Madame Manoukian, vous étiez l'année dernière également membre du jury. Il y a également Michel Schmitt, chargé de mission auprès du président Paris Sciences et Lettres. Voilà, Monsieur Schmitt, juste ici. Également Frédéric Worms, qui est philosophe. Vous êtes philosophe et directeur adjoint lettres de l'ENS. Merci monsieur d'être membre de ce jury. La tâche va être rude, on va avoir besoin d'un philosophe. Et Stéphane Mazvet, vice-doyen de la recherche, ici donc à PSL. Merci mille fois d'être présent. Voilà, un jury assez bien constitué avec des profils différents, des parcours différents. Sur quoi seront évalués justement, chers membres du jury? On peut le redire, en dire un petit mot avant d'entendre la première jeune chercheuse sur scène dans quelques instants. Ils seront évalués bien sûr sur le fond et la forme. Le fond, c'est-à-dire la capacité à transmettre des concepts scientifiques par nature complexes de façon simple, donc sur la qualité de vulgarisation scientifique, et sur la forme, sur l'élan, sur l'enthousiasme, sur la capacité à convaincre. Donc 10 pour le fond, j'ai envie de dire 10 pour la forme, et puis un point bonus, un point coup de cœur, on appelle ça comme ça à ma thèse en 180 secondes. C'est un point qui est donné parce que vraiment la présentation de la jeune chercheuse ou du jeune chercheur est impressionnante et donc est notifiée comme ça. Voilà, assez de présentation, le cadre est posé. Bienvenue donc à cette finale ma thèse en 180 secondes Paris Sciences et Lettres. Je ne me suis pas présenté, je le fais vite fait. Je suis Mathieu Rouault, journaliste scientifique chez Doctéo, le média des jeunes chercheurs. Et je donne la parole, mesdames, messieurs, à la première jeune chercheuse qui va présenter sa thèse en 3 minutes, Léa Lévy. Les cavités souterraines des volcans regorgent de trésors, du cuivre, de l'or et surtout de l'eau chaude. L'eau chaude, elle peut servir à chauffer des villes entières, comme Reykjavik en Islande. C'est une énergie propre et efficace qui s'appelle la géothermie. Parfois, on l'aperçoit à la surface, les fumerolles, mais souvent, on voit rien du tout. Une agence de renseignement a donc été créée pour la traquer. Le patron de l'agence, c'est Olafur, un Islandais. Alors, on imagine bien ces agents en train de traquer l'eau chaude à coups de pioche. En réalité, faire des trous dans le sol, ça coûte très cher et Olafur, il n'a pas le budget. Ces agents doivent donc traquer l'eau chaude sans creuser. Pour y arriver, ils vont faire appel aux témoins des sous-sols. Ces témoins, ce sont les minéraux qui se forment par transformation chimique de la roche lors du passage de l'eau chaude. La bonne nouvelle, c'est que les agents savent entrer en contact avec certains témoins. Ils ne peuvent pas leur poser la question à 2 millions d'euros « Eh les gars, elle est où l'eau chaude ?» Mais ils peuvent détecter leur présence par l'envoi d'un signal électrique. Ils vont planter des électrodes dans le sol, envoyer un courant électrique, et là où il y a du signal en retour, c'est qu'une connexion a été établie avec des témoins. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avec l'expérience, Olafur a compris que la mémoire des témoins était défaillante. Leur présence témoigne bien du passage de l'eau chaude, mais alors pour savoir si c'était hier ou il y a 100 000 ans, alors il m'a recruté. Ma mission, identifier un nouveau témoin qui ait la mémoire fiable et soit capable de renvoyer un signal électrique assez fort. Phase numéro 1, éplucher les casiers judiciaires de tous les témoins. L'un d'entre eux m'a séduite, la smectite. La smectite, elle apparaît immédiatement lors du passage de l'eau chaude et disparaît très rapidement après. Sa mémoire n'a donc pas le temps de flancher. Enfin, parfois, elle s'installe et devient gâteuse, elle aussi, mais on devrait pouvoir isoler ces cas-là. Phase numéro 2, observer le comportement électrique de la smectite pour déterminer si on va réussir à distinguer son signal dans le brouhaha renvoyé par le sous-sol. Je suis partie en Islande, sur le volcan Krapla, le volcan préféré d'Olafur, et j'ai récupéré une carotte de 500 mètres de long. Alors, il ne s'agit pas d'un très gros légume orange, mais d'un cylindre de roche extrait du volcan. J'y ai prélevé une centaine d'échantillons, comprenant différentes proportions de smectite et de minéraux gâteux, et au laboratoire, j'ai envoyé un courant électrique dans chacune de ces mini-carottes, et j'ai enregistré la réponse. J'ai observé que plus il y avait de smectite, plus le signal réponse était élevé. Je peux presque quantifier la smectite
en analysant le signal électrique. Presque. Ma mission n'est pas terminée. Mais désormais, entre Olafur, la smectite et moi, le courant passe hyper bien. C'était Léa Lévy, mesdames, messieurs. Et c'est jamais simple. C'est jamais simple de passer en premier. Je peux vous dire qu'il faut une certaine dose de confiance en soi. Léa, une thèse menée à l'ENS. C'est ça, oui, à l'ENS. Voilà. C'est une thèse en quelle année? On ne l'a pas dit. Je suis en 3e année. En 3e année. Et avant de te lancer dans cette thèse, tu as fait une formation spécifique dont on peut parler très rapidement. ITI. Oui, PSLIT. Donc c'était une année de formation prédoctorale qui m'a donné l'opportunité d'écrire mon sujet de thèse moi-même et d'obtenir une bourse pour ce sujet écrit. Et qu'est-ce qu'on y fait? Enfin, où est-ce qu'elle s'organise? Donc c'est entre plusieurs universités de PSL et on a des cours scientifiques avec des chercheurs et en même temps des cours sur les startups. Et donc j'y suis allée en pensant plutôt m'orienter vers la startup. Et en fait, je me suis fascinée pour un sujet et donc j'ai décidé de faire plutôt une thèse. Et voilà comment tout mène à la thèse finalement. Hein. Voilà. Merci beaucoup Léa d'avoir été avec nous, c'est un vrai plaisir de t'avoir écouté. Tu peux reprendre ta place, je reprends le micro, on t'applaudit. Et vous pouvez, si la présentation de la thèse de Léa vous intéresse, vous pouvez en savoir plus sur le site de l'université PSL, puisqu'une vidéo lui a été consacrée, elle ne l'a pas dit parce qu'il est timide, tout ça, mais c'est très intéressant, tout à fait passionnant. On passe maintenant, mesdames, messieurs, à Philippe Pollack. Philippe, 3 minutes, un signe à la régie et nous t'écoutons. Si je vous demande de me dessiner une voiture, la plupart d'entre vous me dessineraient une voiture. Mais si vous posiez la même question à un roboticien, celui-ci vous dessinerait une balle de ping-pong. Une balle de ping-pong et une voiture, c'est pas franchement la même chose. Ce n'est pas la différence de taille qui compte, ni la différence de poids, mais la différence de mouvement. Une balle de ping-pong, vous pouvez l'envoyer vers l'avant, vers l'arrière et même sur le côté. Alors qu'une voiture, vous ne pourrez jamais la déplacer sur le côté. La preuve quand vous vous garez. Pourtant, les roboticiens qui travaillent sur la planification de trajectoire des voitures autonomes considèrent que le mouvement d'une voiture et d'une balle de ping-pong, c'est la même chose. Alors une voiture autonome, c'est une voiture qui est pilotée entièrement par un ordinateur. Il n'y a pas de chauffeur humain. Oh là là. Allez Philippe, faut terminer. Donc, oh là là. Raconte-nous ta thèse. Un trou noir total. Donc, la voiture autonome a besoin de planifier sa trajectoire pour prendre une décision. Ça veut dire de calculer la trajectoire future du véhicule au niveau de la chaussée pour être sûr qu'elle ne rentre pas en collision avec les autres usagers. Et ce calcul, elle doit le faire jusqu'à 10 fois par seconde pour être sûre de ne pas rentrer en collision, prendre en compte les choses qui se passent autour. Je suis désolé, là, Termine, il te reste 76 secondes, tu peux finir ton pitch, tu peux être encore sélectionné. Alors, donc, il calcule jusqu'à 10 fois par seconde ce qui se passe autour. Et pour calculer cette trajectoire, comment la voiture elle fait? Eh bien, elle utilise un modèle. Et un modèle, c'est comme un dessin. Plus il y a de détails, plus votre modèle va être réaliste, mais plus vous aurez... Non, j'arrive pas bien. Enfin, non, en fait, non. J'arrive plus. Mesdames, messieurs, Philippe Pollack. Aïe. Ah ouais. Voilà, l'exercice est très dur. Hein, donc je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Il a fait quelque chose... Il a fait quelque chose qui n'est pas facile, c'est de rester quand même. Et franchement, on va prendre, voilà, puisque tu es là, on va profiter quelques instants quand même pour discuter avec toi. Je ne l'ai pas dit, mais tu viens de Mines Paris Tech. Oui. Quelle est ton année de thèse? 3e année.
troisième année de thèse. Ouais. Là, la soutenance, c'est pas tout de suite quand même. Non, c'est dans 6 mois. Qu'est-ce que tu as envie de faire après la thèse? Est-ce que Mais c'est j'avais bien envie continuer de la de- recherche, faire Non, j'avais envie de partir en start-up plutôt. créer ta Probablement. société? Voilà, pour ça que je suis là aussi, pour m'entraîner à pitcher. En préparant cet événement, tu m'as parlé d'un séjour à Shanghai. Oui. Pendant J'ai 3 mois. passé Il a 3 été mois. très formateur. Voilà, j'ai passé 3 mois à Shanghai pour tester mes algorithmes sur des véhicules autonomes de là-bas. Et c'était une super expérience. Et quand tu es revenu en France, tu es revenu riche de toutes ces données, de toutes ces... Exactement. En tout cas, j'ai aussi appris à connaître la culture chinoise. Et Ouais. c'était une véritable expérience. Une ouverture d'esprit toute particulière. Exactement. Bah écoute, Philippe, on te souhaite une très très belle continuation. Ouais. Merci d'avoir été des nôtres sur cette édition. Tu restes avec nous évidemment. Évidemment, on l'applaudit une fois de plus. Merci beaucoup. Voilà, chers membres du jury, le niveau est élevé et il y a pas mal de pression qui pèse sur les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs. Je voudrais maintenant qu'on accueille avec beaucoup d'encouragement Victor Bonjean de l'Observatoire de Paris. Avance bien. Bonjour à tous. Quand j'étais petit, j'avais 3 vocations, 3 rêves de gosse. C'était l'Égypte, les dinosaures et les étoiles. Bon, il s'est avéré que j'étais super nul en histoire, alors j'ai pu en éliminer 2 sur 3. Mon parcours était alors tout tracé. J'allais devenir astrophysicien, et plus particulièrement cosmologiste. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, je vais vous amener faire un voyage vers les confins de notre univers. Quittons notre chère planète Terre. Parcourons quelques milliers de milliards de kilomètres. Nous quittons alors notre système solaire, notre étoile, le Soleil, autour de laquelle gravitent les 8 planètes que nous connaissons. Parcourons maintenant quelques milliards de kilomètres. Nous quittons alors notre galaxie, la Voie lactée, qui est la manière dont se regroupent les étoiles entre elles. Il y a énormément de galaxies dans l'univers, et il y a 2 grands types de populations. Les galaxies actives, celles qui forment activement des étoiles, elles nous paraissent bleues, et les galaxies passives, celles qui ne forment plus d'étoiles, elles sont mortes, elles nous paraissent rouges. À encore plus grande échelle, les galaxies se regroupent entre elles en formant un gigantesque réseau que l'on appelle la toile cosmique de l'univers. Ce réseau est formé de nœuds, reliés entre eux par des filaments, de la même manière que les réseaux de neurones dans notre cerveau ou que les connexions entre utilisateurs Facebook dans le monde. Quand on regarde des images de l'univers simulé, on s'aperçoit qu'entre les galaxies, le long des filaments cosmiques, il y a du gaz. Il y a énormément de gaz. Il y en a tellement qu'il représente à lui-même la moitié de la matière ordinaire dans l'univers. Or, ce gaz est tellement peu brillant qu'on est incapable de le détecter en totalité à l'aide de nos télescopes actuels. Mon travail, c'est d'arriver à détecter ce gaz, pour avoir une meilleure compréhension de l'univers dans lequel nous vivons et de nos origines. Pour ce faire, je regarde une lumière un peu spéciale, la première lumière de l'univers émise lors du Big Bang. On l'appelle le rayonnement fossile. Et pour savoir où regarder dans le ciel, j'utilise les propriétés des galaxies. En effet, les galaxies rouges, celles qui sont passives, ont tendance à se situer à l'intérieur des structures. Je développe donc des algorithmes d'intelligence artificielle pour assigner des couleurs, rouge ou bleu, à des dizaines de milliards de galaxies dans toute la toile cosmique. Ainsi, en regardant les galaxies rouges, je peux révéler la structure de la toile cosmique et savoir où regarder dans le rayonnement fossile pour détecter le gaz le long des filaments. Bon, alors finalement, quand je repense au petit enfant que j'étais, aujourd'hui je fais un peu de l'archéologie de l'univers, alors j'ai un peu réussi à tout combiner. Merci beaucoup. Voilà. C'était Victor Bonjean. De l'Observatoire de Paris. C'est ça. Gaz chaud dans les plus grandes structures de l'univers. C'est le titre de la thèse pour l'instant, en tout cas. Ouais. Toi, tu voulais être spationaute quand tu étais petit. Hein, Absolument. Faire de la science, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé hier. Hein,
Raconte-nous un tout Ouais. petit peu ça. Déjà, qui ne rêve pas d'être spationaute étant petit. Moi, par exemple, Ah. mais je suis pas forcément un modèle. Non, ouais, c'est vrai que je En regardant rêvais les d'aller- étoiles, tu te disais, voilà, un jour, je Ah ouais, serai un Thomas Pesquet. Et, ouais. Alors, il y a quelqu'un qui nous a quittés il y a peu de temps et C'est ça. qui a beaucoup compté dans les choix que tu as pu faire dans Ouais. la recherche ensuite. Et je voulais dire 2-3 mots par rapport à ça. Donc, c'est un grand monsieur, un grand nom de mon domaine, de l'astrophysique et de la cosmologie, qui nous a quittés récemment, la semaine dernière. Je pense que vous le connaissiez tous. Il s'appelle Stephen Hawking. Et voilà, donc j'aimerais. Cet homme a une vie hors du commun et j'aimerais 1000 fois remercier, infiniment de fois, remercier cette personne qui m'a guidé. C'était le coup de cœur et l'hommage de Victor Bonjean à Stephen Hawking. On l'applaudit très fort. On reprend le micro. Merci beaucoup, Victor. Cher public, n'oubliez pas que tout à l'heure, vous devrez prendre les petits bulletins qu'on vous a remis lorsque vous êtes entré dans la salle pour voter pour le ou la candidate qui a votre coup de cœur et que vous allez choisir d'envoyer en demi-finale à Paris début avril. Chers membres du jury, vous aussi vous avez une tâche de sélection qui est compliquée. J'aimerais me tourner justement quelques instants vers vous pour voir un peu comment vous prenez vos notes, comment vous les regardez, ces jeunes chercheurs qui acceptent de se livrer à l'exercice. Je vous donne un petit micro, à moins qu'on puisse vous en donner un. Non, tenez, je vais vous donner le micro des candidats. Hop. Voilà. Frédéric Worms, puisque vous avez le micro, gardez-le. Allez hop, philosophe, je l'ai dit tout à l'heure. Quel regard vous portez sur l'exercice ? Est-ce que tenez-vous vous-même, il y a quelques années, si le concours avait existé, vous auriez joué le jeu ? Ça aurait été très difficile, puisque même des exposés de 45 minutes, c'était un peu juste pour moi. Mais maintenant, je pense que je commencerai à y arriver. Donc il m'a fallu un certain temps. Donc je les admire beaucoup. Je pense que la contrainte de temps est très, très lourde. Je ne sais pas si tout le monde sait qu'on a 3 rubriques pour proposer des appréciations. Oui. Il y a talent d'orateur, médiation et coup de cœur. Voilà. Et évidemment, il y a aussi le contenu. Je suis impressionné par la recherche scientifique je trouve cet exercice excellent à la fois pour le contenu et pour l'exercice et la mise en récit. Je suis le seul littéraire de l'affaire. Il n'y a pas de candidat en SHS, mais je trouve c'est réconfortant de voir que le langage, la parole compte autant que la science dans la présentation du savoir. Merci beaucoup pour ces quelques petits mots. Je voudrais donner la parole à la présidente de cette édition, si vous en êtes d'accord. Carole, comment allez-vous ? Ça va très bien. Bien mieux que l'année dernière à votre place. Oui, c'est pas les mêmes sensations. C'est quand même une petite responsabilité qui vous est confiée. Ah, c'est une grosse responsabilité, oui. Et puis, je ne sais pas si je suis très légitime pour les évaluer. En tout cas, je le fais avec beaucoup de bienveillance et je leur souhaite de s'éclater sur scène parce que le partage, c'est aussi ça. Plus au-delà du concours, c'est de pouvoir expliquer ce qu'on fait avec passion. Vous faites une thèse en paléoécologie, Oui. Et vous avez donc participé à la finale nationale l'année dernière. Vous gardez quel souvenir de cette aventure ? De la finale nationale ou de... De MT 180 Je pensais pas du tout aller jusqu'à la finale nationale. Comme je dis, je le faisais vraiment pour partager. Et puis je me suis rendu compte de l'influence que ça avait sur le réseau autour de moi, de mes proches, mais aussi des gens de mon laboratoire. C'est assez intéressant de voir comment les gens réagissent à cet exercice, notamment parce qu'ils comprennent que c'est pas un exercice facile, et c'est pas un exercice facile. Et puis parce que ça montre qu'on sait se mettre en scène aussi et qu'on sait expliquer facilement. Et moi, pour avoir passé des entretiens d'embauche le mois qui est venu ici, ça sert énormément. Et ça a une grande reconnaissance des gens qui sont en face de nous, de dire voilà, j'ai participé à ce concours et je sais vulgariser ce que je fais. Merci beaucoup d'être membre de ce jury. Carole Bastianelli, donc présidente de cette édition 2018. Ma thèse en 180 secondes, PSL. On applaudit une nouvelle fois les membres du jury et en même temps, on applaudit un jeune chercheur qui vient de Mines Paris Tech, qui fait une thèse intitulée Prédiction du Dynamic Line Rating et impact sur la gestion du système électrique. Il s'appelle Romain Dupin. Mesdames, Messieurs, Romain Dupin. Voilà, un micro, 3 Bonjour, minutes, une mesdames et slide. messieurs.
Vous avez tous déjà fait une fois du babysitting. Et vous serez tous d'accord pour dire que les enfants c'est génial, mais parfois que ça peut être un peu pénible. Il y a quelques mois, avec mon neveu, 4 ans, je devais organiser un week-end. La météo était catastrophique. Et le neveu, il voulait quoi? Aller à la plage. Alors je lui ai proposé d'autres activités, des jeux de société, des jeux vidéo, un cinéma. Non, la plage. Il a pleuré, vous devinez la suite. La plage, c'était une décision d'enfant. Et dans mon domaine, l'électricité, quand je demande « qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ?», eh bien j'ai plutôt des réponses d'adultes. Par exemple, une éolienne. Quelle quantité d'électricité vas-tu vendre? Eh bien, elle me répondra comme une adulte après avoir regardé des paramètres météorologiques et économiques. Presque tous les acteurs sont adultes. Presque. Il y a un enfant, la ligne électrique. La ligne électrique, si je lui demande quelle quantité d'électricité elle est prête à faire passer ce week-end, son ampacité, elle répondra toujours la même chose. 100 MW. Il fait beau, 100 MW. La météo est désastreuse, 100 MW. Mon neveu est une réincarnation de ligne électrique. Et sur un réseau qui est confronté à des défis très importants comme la transition énergétique, eh bien les enfants, il faut les faire grandir. C'est mon travail. Je fais l'éducation des lignes électriques. Alors pour faire cette éducation, j'ai décidé que mes lignes devaient apprendre 3 choses essentielles chez une grande personne. La vigilance, l'empathie et l'autonomie. La vigilance. Quand ma ligne électrique, elle prend une décision, elle prend des risques. Le risque, c'est quoi? C'est le coup de foudre entre elle et les arbres en dessous. Alors les tragédies à la Shakespeare, on préfère éviter. Et pour ça, j'ai défini des modèles d'intelligence artificielle qui me permettent de limiter les risques. Ensuite, l'empathie. La capacité de ressentir ce que les autres ressentent. Sur un réseau électrique, ma ligne, quand elle prend une décision, elle impacte les autres acteurs. Par exemple, en augmentant son opacité, peut-être qu'une éolienne pourra vendre un peu plus d'électricité, participer à la révolution énergétique et sauver le monde. Ou alors peut-être que ça ne servira à rien. Et avec des simulations de réseau électrique, ma ligne, elle le sait. Enfin, l'autonomie. Ma ligne, je veux qu'elle prenne des décisions toute seule, comme une grande. Et pour ça, j'utilise ce qu'on appelle des méthodes d'optimisation stochastique. Optimisation, ça veut dire la meilleure décision possible. Stochastique, ça veut dire je ne sais pas trop ce qui va se passer à l'avenir, aléatoire, donc je rajoute ça. Avec mon travail, ma ligne électrique, c'est bon. J'ai réussi à la faire passer de la petite section maternelle au niveau université. Et elle offre maintenant une très grande flexibilité sur le réseau. Cette flexibilité, elle permet de réduire le coût de l'électricité, donc votre facture, d'améliorer la sécurité sur le réseau, et enfin d'introduire plus d'énergie renouvelable et donc de faciliter la transition énergétique. Face aux défis qui nous attendent, les lignes électriques, c'est comme les enfants, c'est génial. Mais parfois, ce serait bien qu'elles soient un peu plus adultes. Merci beaucoup. Voilà. Romain Dupin, monté sur ressort, hein, belle énergie. Je l'ai dit, une thèse faite à Mines ParisTech. Quelle année? Là, c'est fin de 3e. C'est peut-être la question qu'il ne faut pas poser. En fait, ah si, parce que j'ai fini là, mon manuscrit la semaine dernière. D'accord. Donc, bon, après, il y a encore des sent le soulagement. Hein. Ah non, mais là... J'ai fini, je fais ma thèse en 180 secondes. Voilà, c'est Fug Life. Non, mais j'ai fini ça, donc il reste plus que quelques petites fautes d'orthographe à corriger. Mais voilà, donc là, c'est... C'est Thug Life. Voilà. Je fais comme si j'avais compris. Voilà. Après la thèse, est-ce que tu as déjà un souhait qui se dessine? Oula. Pas encore, c'est trop frais? Alors, quand on finit un doctorat, donc je pense que ça sera le cas pour la plupart des candidats, on a énormément de choix. Ça, on s'en doute pas forcément quand on a été spécialisé sur quelque chose. Donc moi, j'ai fait... là, je suis en train de regarder dans des domaines très différents, la finance, l'économie, peut-être la communication, qui sait. On verra. On verra. Et voilà. Et c'est vrai que moi, j'étais bien tenté peut-être un jour de créer une start-up, de travailler pour une idée à moi, de la développer. Mais bon, je cherche encore un état de réflexion. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres sur cette finale PSL. Romain Dupin, qu'on applaudit une fois de plus. Je reprends le micro. Bravo, Romain. Alors je précise pour le rappeler, pour le dire à celles et ceux qui ne le savent pas, le petit temps d'échange que j'ai avec chaque jeune chercheuse et chaque jeune chercheur est purement destiné à faire mettre aux membres du jury de finir de prendre quelques notes, à vous de profiter du candidat sous un jour différent. Évidemment, ce temps d'échange n'est pas du tout évalué. Seul le pitch l'est, évidemment. Seule la présentation, le récit de science est évalué. On continue si vous en êtes d'accord. Toujours avec une thèse menée à Mines ParisTech. Il est non pas doctorant, mais docteur, ça y est. Il s'appelle Iran Shari Prada, mesdames, messieurs. Il n'est pas docteur. Il n'est pas docteur. Iran Shari Prada, pardon. Il va nous expliquer tout ça.
3 minutes. Bonne chance. Toute ma vie, j'ai voulu laisser une trace dans le monde. En même temps, qui n'a jamais rêvé de ça. Il y a quelque temps, j'ai découvert l'existence du biogaz, une source d'énergie qui intéresse de plus en plus par ses capacités environnementales et économiques. Alors, pourquoi pas? Mais si vous êtes comme moi, vous devez sûrement vous demander, mais c'est quoi exactement le biogaz? Est-ce qu'il vient des gisements fraîchement découverts? Est-ce qu'on peut le fabriquer chez soi? Est-ce qu'il est certifié sans pesticides et sans gluten? En réalité, le biogaz est produit à partir de matières organiques en décomposition, telles que le compost par exemple. Sympa, non? En s'échappant, le biogaz transporte avec lui, entre autres, du méthane. Ce méthane est très important, puisque c'est lui qui donne son énergie au biogaz. Malheureusement, à l'état brut, le biogaz peut provoquer des dégâts sur la santé et l'environnement, en particulier à cause de la présence de soufre sous la forme de sulfure d'hydrogène. Afin de pouvoir utiliser son énergie sans détruire la planète, c'est mieux. J'ai centré mon travail de recherche sur l'élimination des composés soufrés, soit avant que le biogaz soit brûlé, soit dans les fumées issues de sa combustion. Alors, comment ça marche? Eh bien, tout d'abord, j'ai développé des modèles numériques pour étudier ces deux types de procédés. Lors des premières expériences faites en laboratoire, les résultats du modèle concernant la purification des fumées ont été prometteurs, ce qui m'a permis de concevoir et construire un prototype. Ce dernier est constitué, en gros, d'un filtre innovant, bien sûr, avec des billes à l'intérieur qui permettent des réactions chimiques, éliminant ainsi les soufres dans les fumées. Mais j'ai voulu aller plus loin, et c'est là qu'intervient le second procédé, la purification avant la combustion. Totalement inédit, il consiste à diminuer au minimum toute trace de soufre dans le biogaz brut. Alors attention, là ça devient un peu compliqué. J'étudie actuellement l'utilisation d'un mélange d'acide et d'eau qui engendre un système d'absorption à double effet. Oui, tout est partout dans ma thèse. En étant d'une part physique, puisque les composés soufrés sont attrapés physiquement dans le liquide, et d'une autre part chimique, puisqu'une fois capturés, ces composés soufrés réagissent avec leur milieu et engendrent de nouvelles molécules inoffensives. Des expériences complémentaires sont toujours en cours pour valider ce système. Ces deux nouveaux procédés représentent une façon rentable d'éliminer les soufres dans le biogaz, car les coûts sont inférieurs au procédé actuel et les sous-produits issus de ceux-ci peuvent être revendus sur le marché. Mais ils représentent également un rêve concrétisé par 3 années de recherche afin de pouvoir laisser ma trace dans le monde. Voilà. Sur le fil du rasoir. Chers membres du jury, cher public, voilà, il nous a fait peur, mais il est arrivé à point nommé sur sa fin de timer, Iran Shari Prada, une thèse donc à Péritech, et tu n'es pas du tout docteur. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Jamais. Intégration des procédés hybrides de récupération de chaleur et de matière par réaction chimique à partir des composés acides contenus dans les courants gazeux pré- et post-combustion, application dans l'industrie du biogaz. Je préfère cette forme de présentation. Hein. Je pense que ça prend déjà plus de 3 minutes. Est-ce qu'on leur dit... Oui, ça, presque. J'ai pas compté, mais presque. Est-ce qu'on leur dit? On leur dit que c'est ton anniversaire aujourd'hui? Hey. C'est bon à prendre, on prend. Tu as un petit accent. Il vient d'où? Désolé, mais il est ému. Oui, avec l'anniversaire et tout. Non, non, je réponds à votre question. Je viens de la Colombie. Je suis d'origine colombienne. Oui. Donc il y a un sacré travail d'appropriation de la langue française pour pas venir quelques années après, parce que tu es arrivé quand, en 2015, c'est ça? Je suis arrivé en 2015. Fin 2015, ouais. En 31 octobre 2015. Et je me rappelle, pour la petite histoire, si vous me laissez une minute, je me rappelle quand je suis rentré au labo, les premières journées, quelques collègues qui sont aujourd'hui ici, la première chose que j'ai dit, c'est bonjour. Ils étaient tous paniqués. Et à la fin de la journée, un ami m'a dit, mais comment est-ce que tu es là? La langue française, c'est pas facile.
mais c'est aussi amusant. Ça est devenu un enjeu amusant pour moi. C'est pour ça que je dis, on va essayer ça. Eh bien, écoute, on est très heureux de t'avoir eu avec nous sur cette finale Paris Sciences et Lettres. Merci. Iran Shari Prada, mesdames, messieurs. Si vous nous rejoignez sur le site de France 3, vous êtes bien à la finale Ma thèse en 180 secondes édition 2018, Paris Sciences et Lettres. Vous venez bien d'écouter le 5e candidat de cette édition et vous allez, comme nous, ici au Collège de France, entendre à présent une jeune chercheuse qui vient de l'ENS, qui fait de la physique, dont le titre de la thèse est Synthèse de fermions de Majorana en cavité. Lauriane Contamin, mesdames, messieurs, qu'on applaudit très fort et qu'on encourage. Ah, tu as un truc dans le dos. Voilà. Ça arrive, et oh. Voici un micro. Voilà, quand tu es prête, un signe à la régie. Tranquillement, nous t'écoutons. Visualiser un électron. Bon, on n'en croise pas tous les jours, c'est pas forcément évident. Mais vous avez quand même pu avoir quelques images en tête. Vous vous êtes peut-être dit, un électron, c'est un petit grain du courant électrique qui parcourt ma maison. Ou alors, vous avez pu avoir comme image un petit satellite qui gravite autour du noyau d'un atome. Moi, j'étudie un électron dans une situation intermédiaire. Je fabrique un circuit électrique qui me permet de piéger un électron. Alors pour ça, je n'utilise pas les fils que vous avez dans votre maison, j'utilise un tout petit conducteur. Un tube dont la longueur fait 1 micromètre, 100 fois plus petit que l'épaisseur de vos cheveux. Quand on regarde un circuit de cette taille-là, il peut se passer des choses très bizarres. Mon circuit peut être dans une situation où il y a à la fois un électron et pas d'électron. Et ça, c'est ce que j'essaye de mesurer. Malheureusement, cette situation est très fragile. Si je reçois un SMS ou alors juste si l'atmosphère s'agite, cette situation peut changer du tout au tout vers, par exemple, il n'y a plus d'électrons dans mon circuit. Alors, pour protéger le circuit, je peux déjà le placer dans un frigo. C'est cette grosse machine qui me permet de le placer sous vide, à très basse température, proche de ce qu'on appelle le zéro absolu, et qui l'isole des ondes, par exemple Wi-Fi ou radio. Mais dans ma thèse, j'essaye d'aller plus loin. Je déforme mon électron, je l'étire jusqu'à le découper en deux pour le rendre plus solide. Et effectivement, les deux moitiés d'électrons sont moins sensibles à ce qui va se passer d'un côté ou de l'autre que l'électron originel. Et là, vous vous demandez tous, mais à quoi ça sert ? Alors, ce circuit pourrait être une brique élémentaire de ce qu'on appelle l'ordinateur quantique. Attention, ça n'a rien à voir avec les ordinateurs que vous avez chez vous. Ce serait une manière complètement nouvelle de réaliser certains calculs que vos ordinateurs ont du mal à faire, même très puissants. Mais ça, c'est très loin. En attendant, sur le chemin, on va sûrement trouver plein d'autres applications auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est à ça que sert la recherche. Lauriane Contamin. Là aussi, c'était short, hein ? On va le dire comme ça. Comment ça va, Lauriane ? Un petit coup de stress sur la fin, là. Non, mais pas moi. Tu fais une thèse à l'ENS, oui. je l'ai dit, et avant cette thèse, tu as fait un stage auprès d'un think tank. Enfin, voilà, tu as essayé des choses, on va dire. Tout à fait. J'étais pas sûre de vouloir faire une thèse, donc j'ai été voir ailleurs. J'ai travaillé dans un think tank, donc un centre de réflexion sur la politique et l'économie.
Et qu'est-ce qui t'a conduit à finalement faire une thèse? Et ben, en fait, prendre une année de pause, ça m'a fait me rendre compte que j'aimais bien la physique et que j'aimais bien la démarche d'essayer vraiment de comprendre finement qu'est-ce qui se passait. Pourquoi tu fais ma thèse en 180 secondes? J'avais bien envie déjà d'avoir une formation sur réussir à expliquer des choses qui peuvent paraître compliquées en des mots simples. Et je crois que tu connais aussi des gens qui ont déjà passé le concours, c'est ça aussi, hein? J'ai des amis qui y ont participé, ça leur a beaucoup plu. Notamment, je crois, Romain Gaillac, c'est ça, oui. Voilà, à qui on fait un petit coucou. S'il nous regarde, c'est un des candidats des éditions précédentes de Paris Sciences et Lettres, donc ma thèse en 180 secondes de Paris Sciences et Lettres. Il était là l'année dernière, je crois, oui. Et c'était un fameux candidat. Bah écoute, merci encore une fois d'avoir été là pour nous parler de ta thèse en 3 minutes. On a appris beaucoup de choses, Lauriane, grâce à toi. Merci beaucoup. Je vais me tourner à nouveau vers les membres du jury parce que j'aimerais savoir ce que le vice-doyen de la recherche à Paris Sciences et Lettres, Stéphane Masvet, qu'on a la chance d'avoir avec nous, pense de l'exercice. Est-ce que c'est déjà la première fois, Monsieur Masvet, que vous assistez à une finale ma thèse en 180 secondes? Ah oui, tout à fait. C'est la première fois que j'ai le plaisir... Parlez bien dans le micro, monsieur. Pardon. Que j'ai le plaisir d'assister à cet événement. Et je dois dire que je suis extrêmement impressionné par l'ensemble des candidats, parce que c'est une performance extrêmement difficile. Une thèse, un étudiant, Alain disait tout à l'heure, c'est 3 ans, c'est court. Parlez bien dans le micro, sinon ça va faire un petit Larsen. Ah, c'est le téléphone. Ah, peut-être le téléphone. Voilà. Non. Donc parlez bien dans le micro. Je parle bien dans le micro. Le problème vient de là. Donc ce que je disais, ce que je disais, c'est qu'une thèse, en fait, c'est 3 ans, c'est court. Mais en fait, une thèse, c'est aussi le moment où on a le temps, pendant 3 ans, de penser à un problème en profondeur. Et souvent, les étudiants se retrouvent être les spécialistes, voire le spécialiste mondial sur un domaine bien précis. Et je trouve que c'est d'autant plus difficile de venir le raconter en 180 secondes, c'est-à-dire de rétrécir ce temps de 3 ans où on a le temps d'approfondir dans les détails un sujet et de venir l'expliquer en un temps si court. Je crois que c'est une vraie performance intellectuelle, déjà de pouvoir être concis. Et c'est une vraie performance publique. On le voit, c'est extrêmement difficile de pouvoir être à la fois concis, percutant et voilà, c'est tout ce qu'il faut. Comment vous les trouvez? Ah, moi, je les trouve extrêmement bons. Je suis admiratif. Je sais que personnellement, je ne serais pas capable de faire l'exercice. Et je crois qu'on a un travail très difficile en tant que jury à venir départager de très belles performances. Je suis bien content de ne pas être à votre place. Merci beaucoup Stéphane Masvet de ces quelques mots. Vous allez donner le micro, si vous en êtes d'accord, à Michel Schmitt, qui est chargé de mission auprès du président de PSL. Merci d'être avec nous, Monsieur Schmitt. Oui. Alors, pareil, quel regard vous portez sur ces candidats et candidates? J'adore. J'adore. C'est toujours c'est pas la première fois que je viens à ce genre d'exercice et je trouve ça toujours extraordinaire parce que finalement, comment à partir de toutes petites briques, parce que chaque sujet c'est un petit quelque chose qui se rajoute à cet édifice de la science et au bout du bout, je prendrais la métaphore par exemple du vitrail. Chacun est un petit morceau de verre très coloré, très beau, plein de soleil. Et puis, au bout du bout, ça donne une image complète de ce qui se passe aujourd'hui du côté scientifique. Une belle mosaïque de sciences. Tout à fait. Alors, sciences, j'inclus bien évidemment les sciences humaines, les lettres, etc. Bon, aujourd'hui, nous n'en avons pas, ou très peu. Les autres années, il y en avait un peu plus. Mais c'est vraiment cet ensemble-là, et cet aspect, chacun est unique, et pourtant, le tout, ensuite, fait quelque chose qui fait une après-midi tout à fait extraordinaire. Voilà. Merci pour ces quelques mots. On va continuer dans l'extraordinaire. Vous pouvez en être assuré avec une autre thèse faite à Mines Paris Tech. Sismicité induite dans un modèle de faille, rate and slate. J'espère que je dis ça bien. La thèse, je l'ai dit, est menée à Mines Paris Tech. Merci d'applaudir Michel Almacari. Mesdames, Messieurs, Michel Almacari. Voici un micro, la règle du jeu est la même. 3 minutes, une slide. Si je vous dis séisme, vous pensez à quoi? Au danger? À la destruction? À la Californie? Peut-être vous vous voyez caché sous votre lit? Mais est-ce que vous savez que l'homme peut faire trembler la terre, même dans des régions historiquement
dépourvues de séisme. C'est le cas lorsqu'on remplit des grands lacs de barrages, lorsqu'on pompe des hydrocarbures, et le cas que j'étudie lorsqu'on injecte de l'eau sous pression en profondeur. Très proche de nous, à Bâle, en Suisse par exemple, un séisme a été déclenché à seulement 3 km sous la ville, ou un peu plus loin en Oklahoma aux États-Unis, suite à une injection d'eau usée continue pendant 18 ans, les séismes sont devenus 100 fois plus fréquents. L'Oklahoma est même devenu une région plus sismique que la Californie. Inquiétant, non? Mais d'ailleurs, un séisme, qu'est-ce que c'est? La Terre n'est pas une planète figée. Les roches de la croûte terrestre sont fracturées et se déforment en permanence sous l'effet du mouvement des plaques tectoniques. Des tensions s'accumulent le long des failles et se relâchent brusquement lors d'un séisme. Et lorsqu'on injecte un fluide dans le sous-sol au voisinage d'une faille, la résistance de la faille diminue, ce qui déclenche un séisme plus tôt que prévu. Jusqu'à présent, on est comme ces bonhommes. On ne comprend pas où et quand les séismes seront déclenchés. Et c'est pourquoi on a recours à la modélisation numérique. J'ai développé un modèle qui simule l'infiltration de l'eau dans une faille, tout en respectant, bien sûr, le plus d'équations, de lois physiques et de conditions naturelles que possible. Mais mon modèle est super fort. Il me permet de savoir à chaque instant ce qui se passe dans la faille, si elle glisse tranquillement ou si des séismes se préparent et quelles différentes tailles ils auront. Je m'amuse alors à injecter de l'eau dans plein de failles différentes. En gros, je fais comme ces bonhommes à 2 détails près. C'est moins dangereux et je comprends un tout petit peu mieux ce que je fais et ce qui se passe. Par exemple, j'ai montré qu'une pression d'injection plus grande déclenche un nombre de séismes plus important. Ça semble évident, mais ce qui est surprenant, c'est que la vitesse d'injection joue un rôle important. Plus elle est rapide, plus la quantité de séismes déclenchés est grande. Et dans le cas d'une injection très lente, rien ne se passe. C'est comme si l'eau perd tout son pouvoir. Mais tous ces résultats sont théoriques. Il faut alors les comparer avec des données réelles. C'était pas très simple, je vous avoue, d'avoir accès. Mais finalement, j'ai réussi à convaincre ces 3 bonhommes de me donner leur cahier de notes. Challenge fait, là, comme mon encadrant me dit, il faut bosser à fond, quoi. Et alors maintenant, si je vous dis séisme, vous pensez à quoi? Bravo Michel Almakari. Merci. Tout à l'heure, je t'ai vu faire un signe vers la Mon salle. encadrant. Il y a un encadrant? Ouais. Il est là? Oui. Bonjour monsieur. Il n'est pas impossible que je vous embête tout à l'heure avec mon micro. On parlera des encadrants notamment et de l'accompagnement des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses pendant la pause de tout à l'heure. Merci d'être là en tout cas. Comment ça s'est passé Michel? Je pense que c'était bien. Enfin, ouais, c'est... ouais. Hein, Au moins pour moi, c'était bien. Le stress, mal, c'est fini. Bon, en tout cas, ça, c'est fait. En quelle année de thèse es-tu? Je suis en 2e année de thèse. Et pareil, même question que pour les autres jeunes chercheurs. Tu as déjà des dessins, des souhaits, des attentes sur l'après-thèse? Alors, j'ai bien aimé la recherche et j'aime bien continuer dans la recherche académique. Et, oui, c'est la voie la plus facile finalement. Mais je pense d'ici 1 an et demi, on peut changer. Oui, rassure-toi, tu pourras faire plein de choses que tu veux, ça c'est sûr, avec le talent que tu as. Tu es d'origine libanaise? Oui, c'est ça. Hein, on entend le petit accent aussi. Tu es arrivé quand en France? Comment ça s'est passé Alors, je suis arrivée en 2015. C'était un programme d'échange pour mon diplôme d'ingénieur. Même année que Iran? Oui. Je suis venue faire mon stage de fin d'études. Et après, j'étais impressionnée par les séismes. J'ai décidé de faire un master terre solide et j'ai continué avec une thèse. Et ça y est. Voilà. Et ça y est, ça continue. Ouais. Bon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Michel Almakari, Mines ParisTech, pardon, merci beaucoup. était représenté décidément très très bien pour cette finale. Michel Almakari. J'ai pas donné la parole à la cinquième membre du jury, mais j'aimerais le faire parce que j'ai une question spéciale communication pour Nelly Manoukian, qui est directrice de la communication PSL. Bonjour, merci encore une fois d'être avec nous et d'avoir ce regard sur ces jeunes chercheurs et ces jeunes chercheuses. Est-ce que les candidats qui sont là, et ceux des années précédentes, ce n'est pas les meilleurs ambassadeurs de PSL finalement?
Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Je force un peu le trait, mais bon. Non, non, vous ne le forcez pas du tout. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Carole, notre présidente du jury, parce que la façon dont ces candidats représentent merveilleusement PSL, elle est double. Elle est d'abord par la passion qu'ils dégagent tous, et en communication, et notamment en communication orale, on sait que mettre de la passion dans ce qu'on raconte contribue aussi à le rendre clair et à le rendre désirable. Et le deuxième élément qui en fait les meilleurs ambassadeurs de PSL, c'est la pluridisciplinarité et l'excellence de leurs travaux, puisque PSL, c'est aussi ça, c'est vraiment une université dans laquelle on peut étudier toutes les disciplines. Et là, on a un panel, alors même si cette année, on a moins de sciences humaines, on a un panel quand même très représentatif. Oui, puis ça dépend des saisons. Hein. Voilà. C'est très varié. Rassurez-vous, il y a plein de choses qui se font en sciences humaines qui sont passionnantes aussi à PSL. Merci beaucoup de votre témoignage. C'est pas un mot difficile à dire pourtant. Témoignage. Madame Manoukian, donc directrice de la communication à Paris Sciences et Lettres. Je vais vous reprendre le micro. Hop. Voilà. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant. On y va ? Adam Baïz, mesdames, messieurs. Une thèse en sciences de gestion qui vous est présentée en 3 minutes. Adam, quand tu es prêt, un signe à la régie, le timer est lancé et on t'écoute. Imaginez-vous un instant à la tête du gouvernement et vous souhaitez réformer la TVA car il lui est reproché de pénaliser les faibles revenus. Quand on achète une baguette de pain, par exemple, la TVA est de 5,5% pour tous, sans distinction. Autour de vous, vos conseillers rivalisent d'ingéniosité. Plafonnons le prix du pain, donnons des chèques alimentaires aux plus modestes, qu'ils mangent de la brioche. Soudain, une idée retient votre attention. Et si l'on mettait en place une TVA qui dépende précisément du revenu du consommateur ? Progressive, cette TVA vaudrait 0% pour les plus modestes et monterait jusqu'à 40% pour les plus riches. Ainsi, la même baguette de pain coûterait 1 euro à Léo, votre ami étudiant, et 1,40 € à Léa, votre ami milliardaire. Parfait, il suffisait d'y penser. Et vous voilà tout sourire face aux caméras et aux journalistes. Pour lancer le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement a décidé de... Votre regard se crispe, le doute vous envahit. Mais au fait, quelle taxe appliquerait-on si Léo et Léa achetaient leur baguette de pain ensemble ? Et si Léa envoyait le pauvre Léo faire ses courses à sa place ? Et si cette nouvelle taxe, lumineuse en théorie, vous apparaît irréalisable en pratique ? C'était évident, me direz-vous. Certes, mais s'il s'agissait d'une politique 10 fois, 100 fois plus complexe, auriez-vous eu le même flair ? Vous tombez bien, car traquer les fausses bonnes idées en politique, c'est ma vocation. J'ai en effet développé un modèle qui permet de déceler tous les potentiels obstacles et biais à la mise en œuvre d'une politique. Un modèle qui croise à la fois les mathématiques, l'économie, les sciences politiques et l'algorithmique. Je pars de l'idée que chaque politique met en interaction des acteurs selon une chaîne de causalité spécifique. Par exemple, pour la TVA, si vous achetez une baguette de pain, alors l'État vous oblige à payer un supplément proportionnel à son prix. Puis, j'analyse pas à pas le déroulement de la chaîne de causalité. Chaque acteur réalise-t-il l'action qui lui est assignée ? A-t-il l'influence souhaitée ? Etc. Voyez-vous, mettre en œuvre une politique, c'est comme déployer le bras articulé d'un tractopelle, rien que ça. Et il suffit parfois d'un seul pivot, inadapté ou défectueux, pour ne pas atteindre son objectif. Auprès d'économistes, je mets en pratique cette nouvelle méthode pour évaluer une réelle politique énergétique française. Une politique qui prévoit que l'État oblige les fournisseurs d'énergie à inciter leurs clients à faire des travaux pour consommer moins d'énergie. Une politique qui prévoit aussi des pénalités, un marché d'échange, des subventions, bref, une politique si complexe qu'elle comporte des centaines de pivots. Mesdames et messieurs, vous voilà outillés pour concevoir des politiques à la fois justes, efficaces et réalisables. Je n'en doute pas alors, vous feriez chacune et chacun d'excellents premiers ministres. Merci.
Baïs, président, donc. Ah oui. Après la thèse. Il a déjà le costume. Adam Baïs, président, donc tu travailles à côté? Alors oui, je travaille au sein de l'INSEE, donc en tant que fonctionnaire, au ministère de l'écologie en particulier, 4 jours par semaine, et j'ai un petit jour pour m'évader et faire une thèse. Voilà. Bah bravo. Merci. Bravo, c'est assez impressionnant. Arriver à mener ça de front. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie, alors que tu avais du coup cette activité-là déjà, de t'engager dans un travail de recherche? En fait, je l'ai commencé juste après mon master et j'avais envie, à côté d'un travail plus opérationnel, précisément de m'évader, de me saisir d'une question, de l'approfondir avec rigueur, je l'espère, et puis apporter modestement une brique. Voilà. Tu en es à quelle année de thèse là? Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Non, bah justement, on ne le dit pas. Je suis à la fin, normalement les toutes dernières semaines, et donc c'était l'occasion aussi de terminer, j'espère, en beauté. En plus, voilà. Il m'a dit avant l'événement, ne le dis pas. Parle pas de ça. Non, je vais me faire tirer les oreilles. Merci beaucoup en tout cas, Adam, d'avoir été avec nous. Doctorant donc à Mines ParisTech. Merci. En sciences de gestion. Voilà. On va passer maintenant à l'avant-dernière jeune chercheuse qui présente sa thèse en 3 minutes ici pour cette finale, ma thèse en 180 secondes édition Paris Sciences et Lettres. Ariane Milot, mesdames, messieurs. On l'applaudit très fort. Avant-dernière candidate. Des conditions de l'émergence de la transition énergétique, France, Suède, Allemagne. Vous le savez sûrement, pour lutter contre le réchauffement climatique, il va falloir réduire nos émissions CO2. Il va donc falloir passer d'un système énergétique qui fonctionne majoritairement à partir d'énergies fossiles, comme le pétrole ou le charbon, à un système énergétique qui fonctionne à partir d'énergies décarbonées, c'est-à-dire qui n'émettent pas de CO2. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Pour faire cette transition, on pourrait me dire qu'il suffit d'installer des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes. Et effectivement, ces technologies permettent de produire de l'électricité sans émettre de CO2. Seulement dans le cas que j'étudie, à savoir la France, notre système de production d'électricité émet déjà peu de CO2. L'enjeu principal se situe donc dans les autres secteurs, à savoir l'industrie, le transport et les bâtiments. Pour réfléchir à ces enjeux, je fais de la modélisation du système énergétique. Imaginez le système énergétique comme un tas de Mikado. Chaque Mikado représente une technologie de ce système. Vous voyez bien que si je cherche à bouger un Mikado, cela va avoir une influence sur le reste du tas, puisque tous les Mikados sont plus ou moins liés entre eux. Dans le système énergétique, c'est la même chose. Par exemple, si je prends la voiture électrique, celle-ci est reliée au réseau de distribution d'électricité, qui lui-même est relié à tous les moyens de production d'électricité. Dans mon modèle, je dois donc renseigner toutes les technologies de tous les secteurs du système énergétique, évidemment plus ou moins finement. Je vous ai parlé de la voiture électrique, il y a aussi la voiture essence, la voiture diesel, la voiture gaz, et puis dans le secteur du bâtiment, le chauffage électrique, le chauffage au gaz, le chauffage solaire. Au total, j'ai plus de 2000 technologies dans mon modèle. Et à chaque fois, je dois renseigner ce qu'elles produisent, ce qu'elles consomment, les caractéristiques techniques, efficacité, disponibilité, les paramètres de coût, coût d'investissement, coût de fonctionnement, et comment tous ces paramètres peuvent évoluer dans le futur, puisque je m'intéresse à l'évolution du système énergétique. En effet, une fois que mon modèle est renseigné, je peux alors faire de la prospective énergétique. La prospective, c'est quoi? Eh bien, imaginez-vous dans une voiture, en train de rouler la nuit sur une route qui n'est pas éclairée. Si vous êtes prudent, vous allez vouloir allumer vos phares pour vous projeter au loin, anticiper les bifurcations. Eh bien, la prospective, c'est la même chose, c'est éclairer le futur. Avec mon modèle, je génère des scénarios d'évolution du système énergétique, des scénarios possibles du futur. Ces scénarios, ce sont les routes sur lesquelles la voiture peut aller. Une route peut être compatible avec une baisse des émissions CO2, mais aussi avec d'autres contraintes, comme une baisse de la production du nucléaire. Vous l'aurez compris, la prospective, c'est les phares. Au volant, c'est vous, la société, qui choisirez votre route. Voilà pour Ariane Milot. C'était notre avant-dernière donc
candidate de cette édition, ma thèse en 180 secondes. Pourquoi tu t'es engagée dans la recherche? Je crois qu'avant de faire une thèse, tu as travaillé notamment chez Delkia. C'est ça, donc j'ai travaillé pendant 1 an sur les marchés du gaz, donc j'étais déjà dans le domaine de l'énergie. Tu faisais quoi? Je faisais des opérations sur le marché. Et en fait, au bout d'1 an, je me suis dit que j'avais vraiment envie de travailler sur les problématiques énergie-climat. Et donc j'avais envie vraiment d'approfondir cette question. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans la thèse. C'est une thèse CIF ou pas? Non, c'est une thèse dont la subvention provient de la chaire modélisation prospective au service du développement durable. C'est clair. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette présentation en 3 minutes. Ariane Milot de Mines ParisTech. Les conditions de l'émergence de la transition énergétique France, Suède, Allemagne. C'est le dernier, mais pas le moindre. Christophe Cuisina est avec nous. Il a attendu, on l'applaudit, on l'encourage. Un doctorant à l'ESCPI qui me rejoint pour parler comportement, propriété et structure des fluides complexes à l'étalement. À toi de jouer. En 3 minutes, une présentation de ta thèse. Belle plage, n'est-ce pas? Elle vous donne certainement envie de partir. Mais ce ne sera vraiment pas de chance de gâcher vos vacances en attrapant un vilain coup de soleil. Et si je vous disais que la protection solaire, c'est pas de la chance, c'est de la science. Prenez une crème solaire par exemple. Vous en avez tous déjà utilisé une fois dans votre vie. Vous en avez tous besoin pour vous protéger des effets néfastes du soleil. Mais savez-vous vraiment ce que c'est? Ne serait-ce que d'un point de vue de sa texture. C'est un solide ou un liquide? Elle a l'air de se déposer sur votre peau sous la forme d'une noisette qui ne s'étape pas par elle-même. Donc ça semble être un solide. Et pourtant, sous l'effet de votre main, elle se liquéfie et s'étale comme le ferait un liquide. C'est quand même étrange comme comportement, non? Et bien en fait, une crème solaire, c'est les deux, un solide et un liquide. Ça dépend juste de ce que vous lui faites. Au laboratoire, grâce à une machine d'étalement, j'ai découvert que cette double nature solide-liquide était directement reliée à la façon dont vos crèmes s'étalaient. Et plus particulièrement, j'essaie de comprendre quel est l'impact de chacun des ingrédients des crèmes sur l'étalement. Alors je les prends séparément, je les teste, je les étale, je les observe, et je tiens mes conclusions sur leur comportement. Typiquement, l'ingrédient numéro 1 d'une crème solaire, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Une émulsion, c'est un mélange dans lequel on a enfin réussi à faire en sorte que l'eau et l'huile ne se séparent pas. Bon, ok, c'est un peu une mayonnaise, quoi. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si on zoome à l'échelle microscopique sur cette émulsion, on s'aperçoit que l'huile est dispersée dans l'eau sous la forme de toutes petites gouttelettes tassées les unes contre les autres et séparées par un fin film d'eau. Un peu comme vous le matin quand vous allez au boulot dans le RER. Vous êtes là, tassé contre les autres voyageurs, vous ne pouvez pas bouger. Et là, miracle, au moment où les portes s'ouvrent, tout le monde rentre un peu son huile, se déforme et laisse passer son voisin. Et bien c'est exactement ce qui se passe quand vous étalez une émulsion sur votre bras. Les gouttelettes d'huile jusqu'alors bloquées les unes contre les autres dans la noisette se déforment et s'étalent sur votre peau. Et ça, d'un point de vue de l'étalement, c'est un petit peu le résultat optimal qu'on cherche à avoir, qui va lier une sensation agréable et un dépôt homogène sur votre peau. Le problème, c'est que pour donner des propriétés de protection solaire à votre émulsion, il faut ajouter des petites particules solides qui vous protégeront du soleil. Et ces particules, c'est comme si, à la place de vos voyageurs dans le RER, vous aviez des CRS avec leur bouclier. Alors certes, ils sont là pour vous protéger, mais le problème, c'est qu'ils sont rigides et ils ont tendance à se frotter les uns contre les autres. Alors au moment où les portes s'ouvrent, crac, c'est le blocage, le bouchon, personne ne peut bouger. Et ça, sur votre peau, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez avoir un dépôt qui va être très mal réparti sur votre peau, mais aussi une sensation de crissement qui va être très désagréable, et ça, on ne le veut pas du tout. Alors la question que je me pose maintenant, une fois que j'ai compris ces deux phénomènes, c'est que se passe-t-il si je mélange les deux? Lequel de ces phénomènes va être prédominant? Autrement dit, combien de CRS je dois engager pour votre sécurité sans que vous en ressentiez leur présence? De même, est-ce que l'étalement se passe exactement de la même façon sur une peau élastique, sur une peau poilue ou sur une peau ridée? Pas forcément. Bon, je dois vous avouer que je n'ai pas forcément la réponse à toutes ces questions, mais il me reste encore 1 an et demi de thèse pour travailler dessus et faire en sorte que qui que vous soyez et où que vous souhaitiez aller en vacances, vous puissiez profiter sans mettre votre peau en danger. Merci. Voilà, ils sont passés, les 10 jeunes chercheurs et jeunes chercheuses. Et c'est Christophe Cuisina, donc de l'ESPCI, qui a fermé la marche. Et il faut du sang-froid pour attendre son tour. Quand il y en a 9 aussi talentueux avant soi. Tu aimes la vulgarisation scientifique, ça c'est clair. Tu as participé notamment, je crois, à des dispositifs comme la Fête de la Science. Oui, c'est ça. J'ai participé à la Fête de la Science, qui est un événement de vulgarisation scientifique dans les écoles d'ingénieurs. Tu peux te détendre, hein, c'est fini maintenant. Pardon.
On est entre nous. C'est pas comme si on était en direct. Si. Donc, raconte-nous un petit peu cette passion, ce goût pour la vulgarisation scientifique. Ouais, je trouve ça toujours sympa de pouvoir expliquer un petit peu ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément ce que tout le monde fait. Donc des fois ça peut paraître un peu barbare d'avoir des termes de chimie très particuliers, mais le fait de pouvoir rendre ça accessible pour tout le monde, c'est très intéressant, je trouve. Et je vois sur mes petites fiches que, un peu comme Victor Bonjean tout à l'heure, hein, tu fais partie de ces... Il y a un peu deux catégories de jeunes chercheurs. Hein. Il y a les jeunes chercheurs qui font de la thèse, qui font une thèse pardon, un peu par hasard, par des rencontres, un peu sur des parcours à la fin. Puis il y a des gens qui, tout petits déjà, ont envie de faire de la science. Et toi, tu fais un peu partie de cette deuxième catégorie, un peu avec, comme Victor. Ça. Et tu te voyais quoi quand tu étais petit, Chimiste plutôt. Chimiste. Mais... Bon. Oui. Mais c'est pas mal, c'est quand même de la physique et de la chimie. Donc, En tout cas, on était très très heureux de t'avoir avec Merci. nous, Christophe. Et tu peux donc reprendre place Merci sur, beaucoup. voilà, dans l'amphithéâtre ici du Collège de France. Merci à toutes et à tous. Et merci à Christophe. Il est temps maintenant, chers membres du jury, de tout simplement, chère Carole, emmener donc ces membres du jury hors de cet amphithéâtre pour délibérer, pour choisir qui sera le prix du jury de cette édition 2018 de ma thèse en 180 secondes, donc Paris Sciences et Lettres. On peut, au moment où vous quittez cette salle, avec pas mal de pression, vous encourager, vous applaudir. Vous avez voilà, la possibilité de remonter juste là. Cher public, cependant que les membres du jury quittent la salle, on reste entre nous. Vous avez d'abord un truc à faire, c'est voter. 3 minutes, ça vous va comme timing? Vous avez des petites feuilles qu'on vous a remises lorsque vous êtes arrivé dans cette salle. Choisissez une jeune chercheuse ou un jeune chercheur. Attention, pas le droit d'avoir 2 choix, c'est très compliqué. Ils sont 10, ils ont tous plein de talent. À vous de jouer. En attendant, j'invite les 10 jeunes chercheurs et jeunes chercheuses à monter sur scène, bien sûr. Les voici. Alors, n'hésitez pas à prendre toute la place de l'estrade. On a de la chance d'avoir de la place au Collège de France. Voilà. Je tenais à ce qu'il soit présenté une fois de plus devant vous, en une seule fois, pour que vous puissiez faire votre choix. Il vous reste un peu moins de 2 minutes. Est-ce que tout le monde a voté? Non. Je le sais, en fait. C'était une question rhétorique. Allez-y, faites votre choix. Je vous donne un petit micro, chères candidateuses et candidats. Allez, hop, c'est parti. Comment ça s'est passé, Ariane? De la préparation au pitch de ce soir, quelles étaient les grandes étapes de cette préparation? La préparation s'est très bien passée. Je pense qu'on en a tous bien profité, parce que c'était très intéressant d'apprendre les conseils pour bien présenter ses travaux de recherche. Vous ne vous connaissiez pas avant, hein ou quelques-uns peut-être se connaissaient-ils? Oui, j'en connaissais quelques-uns. Oui. On était 3 de la même école d'ingénieurs et personne ne savait que les autres avaient fait une thèse après. C'est vrai, vous vous êtes retrouvés comme ça au moment de faire ma thèse en 180 secondes. Iran, beaucoup d'émotions, on a l'impression. Hein? Ah bah ça y est. Hein. Oh, c'est mon année. Non, mais c'était un chouette moment. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu retiendras de cette aventure ma thèse en 180 secondes? Qu'importe le résultat du public et du jury. Je pense que la meilleure façon de définir l'expérience, c'est toute une expérience. Ce n'est pas seulement les moments qu'on a tous vécu aujourd'hui ici. Il y a un entraînement. On a suivi des entraînements avec des profs, des encadrants qui ont essayé de nous donner des conseils par rapport à ce qu'on est, qu'on pouvait démontrer ce que nous montrer nous-mêmes. Et après, c'est aussi toute la partie de gérer le stress. C'est pas facile d'être ici, honnêtement. Pas du tout. Cher public, est-ce que votre choix a été fait? Tout le monde a-t-il voté? Non, il reste encore quelques... Il en reste un. Non, j'ai pas fini. Attendez-moi. Romain, on te donne le micro. C'est la 2e fois que tu participes à ma thèse en 180 secondes. Oui. Tu étais là l'année dernière. Alors, j'ai pas voulu forcément le rappeler devant le jury, devant le public tout à l'heure, mais maintenant qu'on est entre nous encore une fois et que les votes sont faits, on peut
te redemander pourquoi tu as souhaité participer une deuxième fois, retenter l'aventure, tout ça? Bon, déjà, la dernière fois, j'avais été un peu frustré parce que l'avion qui devait m'amener a refusé mon entrée. Ils avaient fait de l'overbooking, c'est-à-dire ma place, ils me l'avaient vendue, mais en réalité, elle n'existait pas. Donc je suis arrivé 5 minutes en avance par rapport à ma présentation et ce n'était pas forcément des conditions idéales. Et ensuite, il y a une deuxième raison, c'est parce qu'en fait, quand on participe à un concours comme ça, comment expliquer? Quand on est chercheur, on travaille dans des domaines très fermés, d'une certaine manière. Moi, dans mon laboratoire, j'ai des personnes, on travaille tous dans l'énergie. Il y a des gens qui vont travailler sur des batteries, d'autres sur le plasma, mais on a ce sentiment assez cloisonné. Et c'est vrai que quand on participe à un concours comme ça, on participe avec des gens. Donc l'année dernière, il y avait des gens qui travaillaient dans l'histoire de Milan, il y avait dans l'art, des musiciens, des physiciens, des historiens. Et on a vraiment ce sentiment d'appartenir à quelque chose d'une certaine manière de plus grand. C'est-à-dire on est des chercheurs. Je ne sais pas si vous ressentez la même chose, mais on appartient. C'est beau quand tu parles. Hein. Mais t'as vu? Non, vraiment, Romain. Non, mais c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et c'est vraiment quelque chose. Enfin, à la fin de ce concours, c'est vraiment extra. Ouais, il y a quelque chose qui, on en ressort grandi entre guillemets. Et c'est applaudi. Exactement. Voilà. Merci papa. Merci papa. C'est vrai, c'est ton père? Oui. Donc, Alors là, c'est top. Victor. Voilà. Merci beaucoup Romain. Victor, ça c'est Christophe. Victor, qu'est-ce qu'on dit à celles et ceux qui, il y en a peut-être dans la salle, hésitent sur le point de savoir s'il faut faire ma thèse en 180 secondes. Y a-t-il des doctorants, tiens, question que j'aurais pu poser au départ? Ah oui, il y en a un certain nombre. Y a-t-il des doctorants qui ont l'idée de faire ma thèse en 180 secondes? Ouais. Alors il y en a qui sont comme ça, et puis il y en a qui sont comme ça. C'est pas sympa. Au moins 3 ou 4. Bah, peut-être qu'on aura le plaisir de vous avoir sur scène ici au Collège de France l'année prochaine. Donc qu'est-ce qu'on leur dit, Victor, à celles et ceux qui J'en connais hésitent? quelques-uns en plus qui sont un peu discrets vers le deuxième rang là, par là. Lâchez-vous, franchement, c'est une expérience super. Et si vous hésitez, n'hésitez plus. Franchement, il a raison, on en ressort grandi. Et c'est super de pouvoir expliquer nos travaux à un large public comme ça. C'est pas souvent que ça arrive et c'est pas souvent que les gens comprennent. Ça donne envie de faire encore de la communication scientifique après, ou c'était un épisode, une parenthèse dans ton travail de recherche? C'était une parenthèse à la base, mais finalement, pourquoi pas. Ouais. Bon. Ça Donc donne peut-être envie. qu'on te verra un jour faire des vidéos de science sur YouTube ou que sais-je. Enfin, il y a plein de choses à faire. Avez-vous des questions à poser aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs qui se sont livrés à l'exercice, alors soit sur leurs travaux de recherche tels qu'ils les ont présentés, soit sur leur parcours? Oui? Non? Bon, alors moi j'en ai des questions. Oui, une question qui est tout au bout de l'amphithéâtre. Je vous rappelle, si vous nous rejoignez sur le site de France 3, que vous êtes en direct pour la finale de ma thèse en 180 secondes, édition 2018, Paris Sciences et Lettres. Vous êtes au Collège de France. On a entendu les 10 jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs présenter en 3 minutes leurs travaux de recherche et on est maintenant en attente des résultats des délibérations du jury. Question de la salle. Ou pas. Donc, est-ce qu'il marche le micro? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes jeune chercheuse? En fait, je suis en master et j'hésite à faire un doctorat, donc j'aimerais savoir si quelqu'un ici avait, enfin, si parmi les jeunes chercheurs sur scène et chercheuses, il y avait des gens qui auraient des conseils pour moi. Voilà. Alors, comment? Alors, Romain, tout de suite. Moi, monsieur. Bon, alors, moi, je finis mon doctorat, donc je suis en train de commencer à rechercher un emploi. Et je commence à avoir un peu des retours sur ça. Déjà, quand tu as une expérience de chercheur, il faut imaginer dans 10 ans. C'est-à-dire dans 10 ans, si tu vas directement en entreprise, tu auras fait 10 ans d'expérience en entreprise. Si tu fais 3 ans de doctorat plus 7 ans d'expérience en entreprise, d'une certaine manière, ton expérience en entreprise vaudra un peu la même chose. 7 ans, 10 ans, c'est pareil. En revanche, tu auras ton doctorat à côté, qui sera toujours une grosse plus-value. Après, tu as un deuxième point. Alors ça, c'est très, très pragmatique, ce que je vais dire. Mais quand tu fais un doctorat, tu as énormément d'aide pour être recruté par la suite. C'est un point, je l'ai découvert récemment, mais ça facilite énormément les recrutements derrière. Donc tu peux avoir des possibilités professionnelles qui, d'une certaine manière, sont facilitées par rapport à si tu fais simplement un master.
Donc tu as ces différents points qui font que pour moi c'est quand même une expérience. Déjà c'est assez extra, tu fais un truc, un challenge, mais derrière c'est plus du tout aussi pénalisant qu'avant, d'une certaine manière. Je vais ajouter quelque chose de beaucoup moins pragmatique, qui est que la thèse, c'est l'occasion d'avoir 3 ans pour approfondir quelque chose de manière, quelque chose, tu peux pas approfondir autant quand tu travailles dans une entreprise et vraiment à ton rythme. Donc tu as beaucoup d'autonomie, tu peux vraiment choisir dans quelle direction tu vas t'orienter, combien de temps tu vas passer avant de bifurquer vers autre chose. Et c'est vraiment une expérience de liberté qui peut être un peu, ça peut avoir des côtés angoissants, mais c'est vraiment une opportunité unique. Si ça t'empêche pas ensuite de partir vers quelque chose d'autre, mais je pense que c'est une expérience très intéressante. On va préparer une conférence qui va s'intituler Plaidoyer pour un doctorat par Lauriane Contamin et Romain Dupin. Ça va durer 3 heures. On va faire ça au Collège de France, juste en face. Non, mais merci pour ces points de. Merci beaucoup pour ces précisions. Y a-t-il d'autres questions de la salle, à la fois sur le parcours de recherche? Toutes les questions peuvent être posées maintenant. Hein. Que signifie l'équation qui est au tableau? Rien du tout. C'était un piège. Il faut savoir qu'on a des graphistes d'exception qui sont également vidéastes et qui nous ont reconfiguré un petit peu le fond de cet amphithéâtre avec des logos et des couleurs MT180. Et donc il fallait improviser une équation. Une autre question? Madame, je vais venir à vous avec un micro. Vous pouvez vous présenter en un petit mot, hein, et puis dire si vous êtes jeune chercheuse ou... Vous ne voulez pas poser de questions? Ah bon. Je ne viens pas du tout d'un domaine qui n'a rien à voir avec ça. Je suis juste curieuse. Je voulais savoir à quoi sert le gaz chaud dans l'univers. On va recommencer. Thierry, tu coupes. Merci pour cette répétition générale. Mesdames, Messieurs, on va pouvoir commencer. On est à l'antenne dans quelques minutes. Vous pouvez vous asseoir, ça y est, c'est bon. Je suppose que la Victor. question est pour moi. Oui, je pense. Non, tu pitch, s'il te plaît. Tu recommences. Non, je plaisante. Vas-y, on t'écoute. Alors, à quoi sert le gaz chaud dans l'univers? Je ne sais pas si c'est exactement la bonne formulation, enfin, si c'est la question à poser. Le gaz chaud dans l'univers, il existe, il est là. Et le problème, c'est qu'on ne le voit pas. Alors, à quoi il sert? Il sert à former les structures, à former les galaxies. Les galaxies servent à former les étoiles servent à former les planètes, et les planètes servent à nous former, nous. Bah, tu vois que ça sert à quelque chose, alors. Une autre question. Mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Ouais, on m'entend bien? Oui. Donc je travaille, je fais de la communication scientifique et donc c'est pour ça que j'étais particulièrement intéressée pour assister à ces présentations. Et je voulais peut-être savoir de la part des candidats quels étaient pour vous les points clés pour faire une bonne présentation de 3 minutes. Actuellement, on est en train d'organiser nous-mêmes un événement qui aura lieu prochainement. On va demander aux personnes de pitcher rapidement et de manière concise leur projet. Donc ça m'intéresse tout particulièrement aussi d'avoir l'avis des candidats. Alors, Merci. qui veut se jeter à l'eau sur des conseils? À part Romain, je veux dire. Non, mais je vais te donner la parole, Romain. Mais si d'autres souhaitent s'exprimer sur la question, Léa. Je peux juste dire, faut employer des mots simples et se dire, c'est un peu jouer à ni oui ni non. Dans notre quotidien, on a l'habitude d'utiliser tout un tas de mots. Bah, on peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais pas ceux-là. Donc voilà, c'est un premier truc. Après, c'est un message. C'est le truc qu'on nous répète tout le temps. Embrouillez pas le public avec plein de messages. Un message. Et on fait tellement de trucs qu'il faut choisir, en fait. On a envie de parler de tout, on a envie de tout vous expliquer, mais on n'a pas envie de vous perdre. Donc voilà, je dirais que... Alors, moi, avant de participer, il y a mon directeur de thèse qui m'a poussé à faire quelque chose d'assez simple. J'avais une idée pour ma présentation, et mon directeur de thèse m'a dit d'en avoir 5 ou 6. Il m'a dit, voilà, ton idée, elle est bonne, mais trouve-en 5, 6, 7 différentes. Et j'ai fait ça, et la 7e idée est celle que je vous ai présentée. Donc, on a un peu cet aspect-là, c'est-à-dire si on part sur l'idée qu'on a au départ, c'est pas forcément la meilleure idée, et il ne faut pas hésiter à complètement abandonner et aller sur autre chose. Après, très rapidement, je donnerai peut-être un deuxième conseil, qui est souvent on cherche des analogies.
Et plutôt que de partir du doctorat et de chercher une analogie, ça peut être intéressant de partir dans le sens inverse. C'est-à-dire ma copine, par exemple, elle me faisait faire des exercices du type « Quelle est la relation entre ton travail et des sites de rencontres amoureux ?» Alors, j'ai pas trouvé, mais à partir du moment où on se force à essayer de partir sur des choses comme ça permet un peu d'ouvrir le champ des possibles et de trouver des idées très différentes de celles qu'on aurait pu avoir initialement. Eh ben, c'est super clair. Une dernière petite question. On va vous donner un tout petit micro. Et puis ensuite, je vous propose de passer à un petit quiz. Ce serait une question pour... Doctorant, docteur Moi, non, je suis cheminot, tiens, vu que c'est d'actualité. Tu m'étonnes. On t'écoute. J'aurais une question pour Philippe. Malheureusement, on n'a pas pu du coup vraiment entrer dans ton discours. Mais ça avait l'air vraiment très intéressant ce que tu faisais dans ta thèse. Je voulais savoir si tu pouvais quand même nous donner quelques petits mots supplémentaires sur ta thèse, essayer de nous expliquer avec tes mots peut-être plus à toi, du coup. Oui, bon, désolé pour tout à l'heure. Bon, un trou noir, c'est un trou noir. Victor connaît bien, il pourrait t'en parler aussi pas mal. Exactement. Peut-être qu'il a influencé d'ailleurs. La thèse, elle porte sur ce qu'on appelle les voitures de deuxième génération autonomes. C'est-à-dire celles qui sont en fait capables de prendre des décisions, parce que les voitures qui roulent actuellement, elles ne sont pas vraiment capables de prendre des décisions, comme par exemple doubler une voiture. Et le problème, c'est qu'il faut des modèles là-dedans. Donc c'était pour ça la balle de ping-pong et la voiture. Une balle de ping-pong, c'est une représentation de la voiture très simpliste, mais très efficace pour calculer rapidement. Et la conclusion, en fait, c'était que moi, je travaille du coup sur des vélos, qui est un moyen intermédiaire, pour planifier ces trajectoires et être sûr qu'elles sont faisables par le véhicule pour éviter de se prendre la voiture en face. Voilà. Merci beaucoup. La question permet effectivement à Philippe de revenir sur sa thèse. Voilà, fin de ces petits échanges de questions-réponses. On passe maintenant au quiz que je vous ai préparé. On va faire 2 équipes, vous allez jouer avec nous. Quiz spécial doctorat, parce qu'il est question quand même de doctorat, donc on va voir si vous connaissez ça aussi bien qu'eux. On va faire 2 équipes. Les 5 premiers, mettez-vous de ce côté, et les 5 autres de ce côté-là. Je vous propose de donner un micro à Christophe. Par exemple, tiens Christophe, tu es chef d'équipe, c'est comme ça. Philippe, garde le micro, c'est toi qui vas porter la voix de ta communauté de 5 jeunes chercheurs. L'idée, c'est juste de savoir si vous vous y connaissez aussi bien en doctorat et en jeunes chercheurs. On passe à la première question. Ah, la présidente du jury. Quelle est la discipline de Carole Bastianelli, prix du jury, ma thèse en 191, Paris Sciences 2017. Alors attention, je vous explique. Vous devez donner une réponse, une seule. Hein. Si le premier qui lève la main donne une réponse qui est mauvaise, le point va forcément de l'autre côté. Non, alors je vous explique. J'ai parlé de chef d'équipe. On fait ça chaque année, vous ne regardez pas les émissions précédentes? Donc c'est Christophe, il se concerte. Et là, Philippe. Allez, Philippe. C'est la paléo et l'écologie. Quelle est la réponse? Et c'est bien la paléo-écologie. Je suis désolé Thierry, je vais un peu saccager ton dessin. 1 point pour l'équipe de Philippe. On passe, et vous pouvez l'applaudir parce que c'était une question très difficile. On va faire jouer aussi le public, donc ne donnez pas une réponse tout de suite. Quelle ville n'a jamais encore accueilli de finale internationale ma thèse en 180 secondes? Attention, il y a peut-être un piège. Qui pense que c'est la réponse A, Rabat? 2, Paris. Lausanne. Montréal. Quelle est la réponse de Christophe? Lausanne. Lausanne, c'est effectivement la bonne réponse. La finale internationale se tiendra là, à la fin d'année. Donc ils n'ont pas encore eu leur finale internationale, mais Rabat, Paris, Montréal, c'était les éditions précédentes. Allez, on enchaîne avec la question suivante. Au total, depuis le début du concours, en finale ma thèse en 180 secondes, on parle bien de l'édition Paris Sciences et Lettres, il y a eu plus de candidats que de candidates. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'ils sont ex-aequo? Allez, la première équipe qui lève la main, à la parole. Oh, c'est difficile de vous départager. Allez, Philippe. Non, Christophe. C'est vrai. C'est vrai. Réponse
C'est faux. Ex aequo, 20 filles et 20 garçons. Je crois que je vais arrêter de compter les points en fait. On enchaîne avec une autre question. Qui est cet homme? J'en ai absolument aucune idée. Hein. J'ai pris cette photo au hasard dans l'annuaire. Alors, qui est cet homme? Alors évidemment, c'est en lien avec la recherche. Hein. Aucune idée? Alors, je donne la réponse. Il s'agit de Brian Cox. C'est un petit peu, en France, ce serait Fred Courant et Jamie Gourmaud, hein, de l'esprit sorcier et de C'est pas sorcier. Sauf que lui, en plus, est un chercheur émérite qui a un beau parcours et qui, voilà, il fait des émissions de communication scientifique à la BBC News. C'est vraiment un modèle. Et voilà, puisqu'on parle de vulgarisation et de communication scientifique, j'avais envie de lui faire un petit coucou. En tout cas, de parler de lui. On passe à la question suivante. Au dernier recensement, combien y a-t-il de doctorantes et de doctorants en France, toutes disciplines confondues? Ah. Prenez une feuille, vous avez 1 heure. Plus de 50 000, plus de 100 000, plus de 150 000. Les chiffres sont tirés de l'étude récente du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Qui pense à la réponse A dans le public? Alors, plus de 50 000, entre 50 000 et 100 000, entre 100 000 et 150, ça vous va comme ça? Oh, ça va, oui. Alors, je vais me faire engueuler, tu sais. Je fais plus de quiz, Anne. Hein. C'est terminé, l'année prochaine, c'est terminé les quiz. Quand même, les indications, qui pensent que c'est A, B ou C? Donc plus de 100, entre 50 et 100, entre 100 et 150 ou plus de 150? C'est bon, ça vous va? Ils en ont aucune idée. Hein. Non mais, vous n'avez pas... Christophe? Non? Philippe? On a dit... L'année dernière. De toute façon, ça ne change pas dans les volumes si Réponse considérables. A de notre côté. On propose de dire 100 000. Alors 100 000 Nabil, pour Christophe, 50 000, réponse plus de 50 000. Quelque chose comme 74 000. On passe à la question suivante. La thèse de Stephen Hawking. Alors là, désolé, mais je ne savais pas qu'il y avait des passionnés de Hawking dans les candidats. Le célèbre astrophysicien a été mis en ligne en open access quelques mois avant sa mort, créant une panne de serveur, pour vous dire, pour une fois qu'une thèse est à ce point téléchargée, ça valait le coup d'être signalé. Est-ce que c'est la thèse, est-ce que c'est une université, celle d'Oxford, d'Édimbourg ou de Cambridge? Philippe? Mon voisin de droite m'a soufflé Cambridge. C'est la bonne réponse. C'est là où il a fait sa thèse et c'était une thèse de 1966. La thèse a été mise en ligne il y a quelques mois et ça, à l'occasion de l'Open Access Week, hein, qui est une semaine consacrée à l'Open Access en sciences. Voilà. On continue? Il n'y a plus beaucoup de questions. La question suivante. PhD, le terme qui désigne les docteurs à l'international, signifie originellement docteur en philosophie. Vrai ou faux? Attention, il y a peut-être un piège. Christophe? Ah, Philippe? C'est faux, si on prend en compte la langue. Hein? Parce que c'est de l'allemand, il me semble. Ouais. Ouais, mais non, en fait. PhD, c'est réponse. C'est vrai. Ça veut dire Philosophiae Doctoris ou je sais plus quoi. Il n'y a plus la réponse là? Bon, enfin, en tout cas, c'est vrai. C'est un terme qui a été inventé à l'université de Berlin et qui ensuite est allé outre-Manche, outre-Atlantique, et qui nous est revenu en forme internationale, anglo-saxonne, mais qui a une origine européenne. Et ça veut bien dire docteur en philosophie. C'est du latin au départ. Est-ce qu'il reste une question? Thèse-cifre, tiens, là aussi, on en parle beaucoup des thèses-cifres. Mais ça veut dire quoi? Alors attention, je vous propose 3 options. Contrat d'inclusion et de financement de recherche en entreprise, clause d'initiative formalisée de recherche entrepreneuriale ou convention industrielle de formation par la recherche. Qui répond? Qui répond? Christophe? Réponse C. Réponse C, convention industrielle de formation par la recherche. La réponse, c'est vrai, c'est ça, bien sûr. C'est une convention industrielle de formation par la recherche. Y a-t-il une autre question? Oui, la dernière peut-être. En France, à l'université, plus d'un tiers des doctorants sont des jeunes chercheurs de nationalité étrangère. C'est vrai ou c'est faux? Plus d'un tiers. Public? Philippe? Christophe? Philippe? Faux. C'est faux. Réponse, c'est vrai.
41,1% en 2016 sont des jeunes chercheurs d'origine étrangère. Y a-t-il une autre question? Voilà, c'est fini. Je vous propose maintenant de passer... On peut applaudir vous applaudir vous. Applaudir les jeunes chercheurs. On est toujours dans l'attente, bien sûr, des résultats de cette édition Ma thèse en 180 secondes ici au Collège de France, édition Paris Sciences et Lettres. Je voudrais qu'on vous fasse jouer maintenant, cher public. Les jeunes chercheurs sont venus, donc de cette édition, sont venus avec dans leur poche des images de science. Le but du jeu pour vous, ça va être de deviner ce qu'ils représentent, ce que sont ces images. Qu'est-ce qu'ils montrent? Qu'est-ce qu'elles disent? Qu'est-ce que c'est? On va tout de suite montrer la première image. Et pour vous en parler, je vais tout simplement donner le micro à Léa, qui en a déjà un, et qui va nous montrer la première image. La voici. Cher public, qu'est-ce que c'est? Ça vient d'une carotte. Ça vient d'une carotte. Oui, ça vient d'une tranche de carotte. On peut aller loin comme ça, hein. Comment? Des cernes qui correspondent à une histoire d'époques successives de formation. Qu'est-ce que tu entends par des cernes? Là, il y a une forme circulaire en fait, donc ça donne l'impression que quelque chose s'est formé de façon Oui, successive. alors mais du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ces cercles? Des sédiments, des roches de nature différente en tout cas. C'est des minéraux. Donc on va écouter la réponse de Léa. Donc en fait, la smectite dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on voit en les petits points blancs dans les zones noires. Donc c'est très mal cristallisé en fait. C'est pour ça que la smectite, elle se forme et elle disparaît rapidement après parce que c'est un minéral instable. Et donc ça forme des très petits cristaux. Et en fait, elle disparaît parce qu'elle se transforme en un autre minéral qui s'appelle la chlorite. Et la chlorite, c'est ce qu'on voit, la couche plus épaisse. La chlorite, c'est le papillon de la smectite, comme si la smectite était une chenille, quoi. Donc voilà, donc c'est de la smectite qui devient de la chlorite. On passe à Philippe pour la deuxième image de science. Alors, cher public, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette image? Des voitures et des phares. La réponse de Philippe? Pas tout à fait des phares, mais on s'en rapproche. Allez, une autre hypothèse. Un relevé laser. Ouais. Allez, la réponse de Philippe, c'est ça? C'est plutôt ça, oui. Donc en fait, vous voyez la voiture en rouge, avec en vert la zone libre d'accès. Donc c'est le capteur qui envoie qu'il n'y a pas d'obstacle. En bleu, c'est les obstacles qu'elle a rencontrés. Donc par exemple, vous pouvez voir des voitures sur la route. Et en gris, c'est la zone qu'elle ne connaît plus parce qu'elle est déjà passée dessus et qu'elle n'a pas de capteur à l'arrière. Et je voudrais remercier Michel qui est dans la salle qui m'a fourni cette image. Parce que j'avais pas d'image sexy, moi, à présenter. 3, 4. Merci, Michel. Merci, Michel. Ils sont bons enfants. On leur fait faire n'importe quoi. Victor. Victor est là-bas, pardon. Une image de Victor Bonjean. Je rappelle qu'il fait une thèse à l'Observatoire de Paris. Le gaz chaud. C'est pas très dur, hein. Allez. Oui, c'est ça. Je te laisse alors présenter en fait, c'est ça. une superposition d'observations. Donc ce qu'on regarde, c'est une paire d'amas de galaxies. Et les amas de galaxies, ce sont les fameux nœuds de la toile cosmique. Donc c'est là où le gaz est le plus chaud, donc le plus bruyant. Donc on observe en orange le gaz chaud et en blanc, on voit les galaxies issues d'un grand relevé de galaxies. Et en fait, cette paire d'amas de galaxies est très particulière et les amas sont tellement rapprochés que même le gaz dans les filaments, le tout petit, il est assez brillant pour être détecté ici. Michel Almacari, qui fait une thèse à Mines Paris Tech, qui nous a parlé tout à l'heure de sismicité induite dans un modèle de faille rate and slate. Voici son image. Ah non, pardon. C'est Iran, excuse-moi Iran. C'est pas du tout à Michel, c'est à Iran de parler de son image. Mais il faut poser des questions, non? Qu'est-ce que c'est? C'est pas son filtre. Oui. En effet, c'est un peu plus élaboré, mais c'est que je l'ai décrit dans mon discours comme les filtres. C'est les prototypes que l'analyse numérique, j'ai eu la chance de concevoir et construire ces prototypes.
En gros, c'est un filtre. Le cœur, c'est sa partie au centre avec un son transparent. Ça me permet de faire l'analyse. Ça me permet d'analyser la désulfuration, l'élimination des soufre dans quelques types de gaz. Là-bas, je peux simuler n'importe quel type de gaz. Théoriquement, mon intérêt, c'est pour les fumer. Mais j'ai des capteurs de pression, température, des sondes pour différentes choses, les débits. Et je peux complètement faire une analyse complète pour l'élimination des soufre dans mon étude. Merci beaucoup, Iran. Lauriane Contamin est venue avec une image dans le cadre de sa thèse Synthèse de fermions de Majorana en cavité. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, j'ai entendu la bonne réponse. Déjà? Oui. Un frigo? Oui. Vas-y, Lauriane, je te laisse présenter. Une partie de mon frigo. Donc le frigo, ça sert à descendre à très basse température. Et ça se fait par paliers successifs. Donc c'est un palier du frigo avec la partie de droite qui sert à toute la technique de refroidissement et puis la partie de gauche qui sert à faire descendre les câbles pour faire une mesure électrique. On appelle ça un cryostat normalement, mais on peut appeler ça frigo si on veut. Merci beaucoup, Lauriane. Michel, cette fois-ci, Michel Almakari. Qu'est-ce que c'est, mesdames et messieurs? Oui, allez-y, proposez. Ouais. J'ai entendu faille, mais laquelle? Ah oui, ça va, il y en a quelques-unes. Ça, c'est la question. On a 2 petites heures devant nous. Oui, c'est la faille de San Andreas en Californie. Et cette image, elle est prise à une altitude de 2,5 km d'en haut. Et heureusement qu'on n'injecte pas de fluide dans cette faille. Heureusement que? Qu'on n'injecte pas de fluide dans cette faille. La photo est magnifique en tout cas. Ouais. Adam Baïz. Ah, tout autre chose, cette fois-ci. Alors pourquoi vous montre-t-il cette image? On peut peut-être poser la question comme ça. Qui veut répondre dans le public? Peut-être c'est facile de lire, mais à votre avis, que vise cette politique? Quel est l'objectif derrière? Oui. Alors, une réponse du public. On peut peut-être faire circuler un micro si quelqu'un est tenté. Madame, pour s'inscrire au bureau de vote? Alors, dans l'autre sens, si on disait pour lutter contre l'abstention, qu'est-ce qu'on fait comme politique? On ne penserait peut-être pas à ça. Il se trouve qu'en France, par exemple au présidentiel, on a au moins 11 millions d'abstentionnistes en France. Et en mal inscrits, nous sommes 10 millions en France. Et ça, on ne pense pas à ce chiffre. C'est-à-dire qu'il y a sans doute énormément de gens qui s'abstiennent, mais c'est simplement parce qu'ils ne sont pas sur la bonne liste ou qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire en déménageant. Donc voilà, pour penser à bien calibrer la politique quand on a un objectif. Merci beaucoup, Adam, pour cette précision. C'est important, c'est intéressant. Voilà, on apprend encore des choses, même après les 10 pitchs. On passe à Ariane Milo. Pardon, Ariane, je ne te voyais plus. Allez, qui veut se lancer dans le public pour répondre au point de savoir ce qu'est ce qui est montré? Allez-y. Des mines en Afrique. Des mines en Allemagne. Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Quel est ton prénom? De Simon, qui gagne un chèque de... Bon, on en reparle après. En tout cas, merci d'avoir joué. Donc c'est bien une mine de charbon. Donc c'est une mine à ciel ouvert. C'est la fameuse lignite dont on parle souvent en Allemagne. Et donc je trouvais cette photo intéressante parce qu'on voit un peu la taille de cette mine. Vous voyez le petit camion, petite voiture, face à l'immense machine qui permet d'extraire c'est impressionnant, hein, le charbon de la mine. Merci beaucoup. Ariane, dernier candidat qui est venu avec une image sous son bras, Christophe Cusinat de l'ESPCI. Alors, là, il y a des options. Allez-y, parce que n'hésitez pas à vous exprimer fort, cher public, pour donner des réponses. Des quoi? Des CRS? Ah oui, d'accord. C'est presque ça. Ah, c'est pas loin. Des CRS à l'heure de pointe. En fait, c'est une émulsion, donc le mélange d'eau et d'huile qu'on arrive à stabiliser. Et en fait, c'est si on zoome à l'échelle microscopique, donc là, typiquement, vous avez l'échelle tout en bas. Donc vous voyez que c'est 100 microns, la petite échelle. Et donc c'est ce qu'on voit quand on zoome sur une crème solaire ou sur une mayonnaise. C'est des petites gouttes d'huile dispersées au milieu de l'eau.
Et comme vous voyez, tout à l'heure je faisais l'allusion avec les voyageurs dans le RER, elles sont bien tassées, quoi. Voilà. Voilà pour ces présentations d'images de science tirées des recherches et travaux des 10 jeunes chercheuses et jeunes chercheurs qui sont venus tout de suite voilà, à l'instant vous présenter leurs travaux de recherche. On les applaudit une nouvelle fois. Merci d'avoir joué le jeu. Merci à eux d'être venus avec ces images. Vous pouvez reprendre place. Merci Christophe. Je vous rappelle qu'on est toujours dans l'attente des résultats du prix du jury et du public. Les bulletins sont en train d'être dépouillés. On aura la réponse dans quelques instants. Avant d'entendre la délibération du jury, je propose une petite pause musicale de quelques petites minutes, c'est ça ? D'Elsa Mattei qui nous fait le plaisir, je ne me trompe, Moati, pardon, excusez-moi. Elsa Moati qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous pour cette finale ma thèse en 180 secondes. On finit donc en musique avant la délibération, avant les résultats de la délibération du jury. Rejoignez-moi sur scène, je vais vous laisser la place complète, mais juste... Elsa, de quel établissement venez-vous ? Bonjour, je viens du CNSM de Paris, le Conservatoire de musique et de danse. Côté danse, bien sûr. Et vous allez nous interpréter ? 2 mouvements d'une partita de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle, l'allemande et la courante de la partita en ré mineur. À Elsa de jouer.
Voilà. Applaudissements nourris et tout à fait mérités pour donc Elsa Moati. Je t'ai présenté un peu rapidement tout à l'heure, mais étudiante au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, hein, je le redis. Merci beaucoup pour cette respiration musicale, ça nous a fait vraiment énormément de bien dans un tout autre style, hein. C'est pas du tout le même univers, mais c'est un vrai plaisir. Je rappelle que le CNSM est membre associé à PSL, donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on voulait montrer la variété, la richesse des talents de PSL. Merci mille fois, Elsa. Merci beaucoup. Juste, je réalise tout à l'heure qu'on a blagué en laissant entendre que je venais du côté de la danse, mais en réalité, je viens de vous jouer 2 danses anciennes. Bah voilà, on est donc dans le sujet. Merci beaucoup, Elsa. À bientôt, j'espère. Elsa Moati. Vous attendez tous ce moment, moi aussi. Mesdames, Messieurs, résultat de la finale Paris Sciences et Lettres, édition 2018. Je demande aux membres du jury, conduit par Carole Bastianelli, donc de l'édition précédente, lauréate de l'édition précédente qui présidait ce jury, de me rejoindre sur scène, tout simplement, sous vos applaudissements, toujours. Voilà, merci aux membres du jury de venir sur scène. Carole, voici un micro. Je vais donc inviter Nelly Manoukian, Michel Schmitt, Carole Bastianelli, la présidente, Frédéric Worms et Stéphane Masvet. Je les invite à venir sur scène. Et on va d'abord annoncer le prix du public. Mais je voulais avoir tout de suite un petit mot sur la délibération, parce que vous avez mis votre temps, hein, vous avez mis un petit bout de temps pour vous décider. Allô ? C'est parce que c'était pas facile. C'est pas un cliché de dire que c'est difficile de choisir entre tous ces candidats. Vos présentations étaient très très claires, très intéressantes, et voilà, on a même dû retourner à la liste des critères qui nous ont été donnés pour essayer de dégager un ou une candidate. Et on va peut-être pas faire durer trop longtemps le suspense. Bon, félicitations. Oui, mais en tout cas, félicitations à vous, en tout cas, membres du jury, pour avoir réussi à trouver un lauréat et un prix du jury dans des délais quand même acceptables. Régine Molins, madame, s'il vous plaît, directrice des écoles doctorales de PSL, nous rejoint également pour annoncer le prix du public. Madame Molins, merci d'être avec nous. Le jeu de micro. Voilà. Micro. Merci. Bien, donc je voulais déjà tous vous remercier pour votre prestation et votre participation aujourd'hui. Voilà, vous nous avez emballés par votre enthousiasme, vos présentations. Et moi, je suis très, très contente. Voilà, ça fait la 4e année qu'on anime au niveau de PSL cette manifestation. Et je suis ravie de voir autant de public dans la salle. Et j'espère aussi autant d'internautes qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors moi, j'ai la tâche de remettre le prix du public. Voilà, et le prix du public cette année, grande première dans le cadre du concours, va aussi participer à la demi-finale nationale début avril. Alors je pense que vous êtes nombreux à voter. Je pense que les résultats ont été assez serrés. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Donc pour ce prix du public, alors the winner is... Attendez. Voulez-vous que je vous aide ? C'est bien quand on est le seul à savoir. Oui, c'est ça. Il y a un grand moment. Alors, pour le prix du public, donc c'est Christophe Cusina, donc de l'ESPCI. Christophe Cusina. Qui reçoit des mains de Madame Molins un chèque d'une valeur de 300 €. De 300 € pour ce prix du public, et vous félicite. Remis par PSL, et donc voilà, envoyé en demi-finale. Et déjà, tous nos encouragements, on est avec vous déjà pour la demi-finale. Voilà, Christophe Cusina, donc de l'SPCI, qu'on peut à nouveau applaudir. On va demander à Christophe un petit mot, une petite réaction. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup, parce qu'au final, vu que c'est un prix public, c'est grâce à vous que je l'ai eu. Je me voyais pas trop là, à vrai dire. Donc, tant mieux. Et puis, j'espère emmener PSL le plus loin possible pour la suite. Voilà. Et on le soutiendra. Carole Bastianelli, je vais vous demander, chère présidente, de venir au devant de la scène. Vous avez l'habitude de la scène, vous. Ça y est. Vraiment. Et on va vous entendre pour la remise du prix du jury, pour le prix du jury PSL édition 2018 de ma thèse en 180 secondes.
À nouveau, félicitations à toutes et tous. Et le prix du jury, c'est Adam Baïz. Adam Baïz, mesdames, messieurs. Félicitations. Adam, qui fait une thèse à Mines ParisTech. Et qui est donc prix du jury. Et donc qui reçoit, outre les 300 € offerts par PSL, au titre de ce prix, est également représentant de PSL en demi-finale début avril. Un petit retour, également petite très expression. Merci beaucoup à tous, garçons. merci au jury et puis à l'organisation. Et merci aux autres candidats, parce que c'était très bien aussi. Et puis j'avais l'impression d'être peut-être le vilain petit canard, parce que c'est des scientifiques durs, comme on dit, et puis je crois des chercheurs pour tous à plein temps. Donc je suis très honoré de pouvoir partager avec eux, avec vous. Et j'espère que, et c'était la chance que j'ai eue au centre de gestion où je suis, aux mines, c'est qu'ils encouragent l'indiscipline, dans le sens où j'ai fait beaucoup d'économie mathématisée, je suis un matheux à la base. Eh bien, ils nous disent, faites comme vous voulez. Donc j'ai fait de la sociologie, des sciences politiques, plein de découvertes, et j'espère aussi pouvoir porter très haut l'étendard de PSL. Merci à vous. Voilà. Christophe Cusina, prix du public. Adam Baïz, prix du jury. Les voilà, ces lauréats. Vous les avez choisis. Merci aux membres du jury d'avoir choisi un représentant également. Merci à tous les jeunes chercheurs et à toutes les jeunes chercheuses d'avoir participé à cet exercice. C'était un investissement, une passion. Venez nous rejoindre, s'il vous plaît, sur scène. Et je vous propose tout simplement de prendre le maximum de photos, de profiter au maximum de leur présence pour immortaliser cet instant. Venez nous rejoindre. Moi, je vais vous laisser la place. Ainsi s'achève donc cette édition 2018 de ma thèse en 180 secondes de Paris Sciences et Lettres. Merci à toutes et à tous d'avoir été en si grand nombre ici au Collège de France à suivre cet événement. Merci à vous de l'avoir suivi sur les réseaux sociaux et puis sur France 3 en direct, grâce à l'équipe technique présente ici. Merci à l'ensemble des organisateurs, des organisatrices, et puis bien sûr un grand bravo une nouvelle fois aux jeunes chercheurs et aux lauréats. À une prochaine fois, merci à toutes.